Bonjour, bienvenue ce samedi matin à l'abri à ce forum qui s'intitule « Comment voyageraient les spectacles dans le monde idéal de demain ?» On va passer 2 heures ensemble pour débattre de tout ça. Brève introduction. Donc, ce forum est organisé dans le cadre du festival CDD, c'est déjà demain, festival dédié à la jeune création. Et je m'excuse, mais j'ai tellement attendu que je ne sais plus ce que je dois dire. Il faut que je vous présente les personnes qui sont derrière moi, brièvement. Rossella Riccaboni, Mélina Martin, Lola Gius, Valerio Scamuffa, Simon Sen, Tamara Bacci, Lise Leclerc, Adrien Barazzone. Voilà, bienvenue, merci d'être là. Le festival est organisé conjointement, j'ai le trac, est organisé conjointement par le Théâtre du Loup, qui l'a aussi initié il y a une dizaine d'années, le Théâtre Saint-Gervais, le Grutli et l'Abri dans lequel nous sommes. Vous remerciez aussi et nommer ces messieurs de la technique, Yann Longchamp pour le streaming, Fabio Jaramillo, j'espère que j'ai dit juste, directeur technique de l'Abri, et Gauthier Tocher qui s'occupe de la vidéo. Avant de passer la parole à Lise Leclerc et Tamara Bacci qui vont animer ce forum, qu'est-ce que la diffusion pour les personnes qui ne le sauraient pas et qui nous regardent depuis chez eux en streaming? J'espère que ça marche. La diffusion, c'est simplement comment partir en tournée, comment faire voyager les œuvres d'art vivant aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Voilà, c'est ça, là, diffuser un spectacle. Voilà, donc je m'arrête et je passe la parole à Lise et Tamara. Merci. Avant tout, en fait, on voulait vous dire qu'on est très heureuse, encore une fois, heureuse et heureux d'être avec vous ce matin. C'était important pour nous, en fait, qu'on ait ce moment pour nous retrouver, nous rencontrer et simplement discuter. Voilà, donc merci encore d'être ici et on espère qu'on va passer simplement un bon moment. Oui, je rebondis en fait dans la salle pour les gens qui sont en streaming. Il y a encore tous les jeunes artistes du CDD actuel qui vont entrer en discussion avec nous. Voilà. Je te laisse continuer. Merci. Alors, on va commencer cette dernière journée du festival CDD Point Neuf par une rencontre sur la diffusion. L'idée de ce forum CDD et après, c'est donc d'échanger sur cette question de la diffusion en vous laissant la parole et aussi en laissant la place aux utopies. Quand on a réfléchi à ce forum avec Tamara, on s'est dit qu'en mettant en commun nos expériences, nos envies, nos idéaux, nos convictions, ça nous donnerait une image des préoccupations actuelles sur cette question de la diffusion, en tout cas vos préoccupations, et qu'on pourrait peut-être ensemble esquisser des nouvelles façons d'imaginer, faire voyager les œuvres, de rendre visibles les projets, peut-être des nouvelles façons de collaborer sur cette diffusion. Donc on est très curieuse d'entendre vos avis là-dessus et aussi sur une question qui est centrale pour ce forum, qui est finalement pour vous, est-ce que c'est important ou pas que l'art voyage, que vos projets voyagent? Donc pour discuter de tout ça, on vous propose de commencer avec 4 artistes qui ont présenté dans des éditions antérieures du festival CDD leurs projets, de poursuivre en vous laissant la parole. Ah mais voilà, en fait, je parlais pas dans le micro. De poursuivre en vous laissant la parole et puis de continuer dans un échange tous ensemble. Voilà, il me semble que je n'ai rien oublié pour les présentations. Tu l'as dit pour le stream, tu l'as dit pour les gens en ligne tout à l'heure. Ouais, qui peuvent aussi rebondir sur les questions ou faire des remarques. Notre cher Adrien nous passera les questions ou les remarques. Ah ouais. Donc voilà. Alors ouais. Alors, si on a tous compris comment ça fonctionne, peut-être qu'on peut... Ah, génial. Alors, on peut... Je vais redresser.
Alors, pour ouvrir la discussion, justement, on voulait vous demander à Rossella et à Adrien de revenir brièvement sur l'historique du festival CDD. Rossella, si tu veux bien, on va commencer ensemble. Donc, toi, tu es artiste, comédienne, tu es cofondatrice du Théâtre du Loup. Tu es aussi membre du comité de direction et de programmation. Donc, tu es l'une des fondatrices de ce festival. On voulait te demander comment est née cette idée et qu'est-ce qu'il représente pour toi, ce festival. D'accord. Alors, je vais lire parce que je me suis rendu compte en allant un peu reprendre toutes les archives sur ces 10 dernières années qui sont en fait le parcours de ce festival. Il y aurait beaucoup à dire. Donc, j'ai essayé d'être un peu synthétique. Et après, bien sûr, je répondrai volontiers à toutes vos questions. Donc, c'est un parcours de 10 ans. CDD, c'est déjà demain. C'est un parcours de 10 ans, dévolu à l'émergence. En 2009, je découvre à l'Arsenic un événement nommé Matière première. Une journée entière de présentation de maquettes théâtrales. Cette profusion me plaît, ainsi que la richesse des propositions, très brèves, très courtes, et leur diversité. Je réalise à ce moment-là que ce type d'expérience manque à Genève et me manque. Il manque un lieu et un temps pour les jeunes artistes émergents. Il manque un festival comme les Urbaines, par exemple, qui était déjà vivant bien avant à Lausanne. À Genève, il manque cette possibilité de se lancer, de tester, de faire un premier geste, une esquisse. En 2010, donc l'année d'après, la Comédie de Genève, dirigée à ce moment-là par Anne Bizan, et le Théâtre du Loup s'associent et la première édition du festival C'est déjà demain voit le jour. La programmation de cette première édition compte 3 projets. Simone 234 de la To Be Company, dirigée par François Gremaud. Il n'y a que les chansons de variété qui disent la vérité par la compagnie Alexandre Doublet, et que moi j'avais pu voir en première ébauche lors de la plateforme Premio, qui est également un lieu où se présentent des premiers projets d'artistes, mais qui sont en fait des premiers projets de toute la Suisse. Donc il peut y avoir des projets tessinois, des projets de Suisse allemande et des projets francophones, romans. Et puis le 3e projet était une pièce Anticlimax de Schwab, mise en scène par Selma Alaoui, qui avait été repérée à l'époque dans un festival de compagnie émergente en Belgique par Anne Bizan. Comme c'était une collaboration Comédie-Théâtre du Loup, on a décidé de faire ce choix-là, qui était un choix assez petit, mais quand même intense, parce que c'était une première d'avoir ces compagnies très jeunes sur nos plateaux. Donc cette première édition, elle a lieu au Théâtre du Loup et à la Comédie de Genève, et elle est possible grâce, et je le relève, au financement généreux de la Comédie de Genève, parce que nous, Théâtre du Loup, on n'avait vraiment pas les moyens, même si c'était des premiers projets, des artistes encore assez peu connus. Et elle s'enrichit de différents événements. Déjà à l'époque, on fait des tables rondes autour de l'émergence, autour de la position de l'artiste dans cette société. Et puis, on invente, à l'époque, c'est Imanol voilà, merci, qui était en remplacement chez nous pour la communication, qui dit « Mais tu sais, on pourrait faire un truc, ce serait de demander aux compagnies de cuisiner tout ensemble, et on cuisinerait tous, et on mangerait tous, et ça ferait un moment très convivial, où on apprendrait qui nous sommes, les uns, les autres, etc. » Et on dit « Ok, on fait ça. » Et c'est vrai que c'est un moment qui est resté dans la tête de beaucoup de gens, parce que c'était extrêmement joyeux, très pragmatique aussi, hein. On fait une pièce de théâtre, mais on fait aussi à manger. Et donc, c'est resté comme quelque chose de riche, de fructueux. Et puis, à la fin de cette première édition, on a dit « c'est super, on continue ». Donc, au fil des 10 années qui ont suivi, je reprends ma lecture, parce que sinon je déborde, le festival CDD s'est modelé, transformé, agrandi, enrichi de nouvelles collaborations telles que celles avec la aide et le Master CCC, avec la Gravière, mettant ainsi en lumière également des artistes émergents de la scène musicale. Et depuis 2018, nous avons travaillé à la mise en commun entre le Théâtre de l'Abri, du Grutli et de Saint-Gervais de cette passion qui nous relie, la découverte et l'accompagnement de jeunes artistes émergents. Et nous avons décidé de faire une programmation dans les 4 lieux autour de ce sujet.
Donc ça aurait dû avoir lieu déjà pour la première fois l'an passé. Et puis, Covid, voilà, on n'a pas pu le faire, donc on le fait cette année, à peu près. Donc, le festival C'est déjà demain a vu son public croître au fil des éditions. Ça, vraiment, il y a une progression tant dans le public qui vient nous voir, mais aussi dans comment on choisit les projets et du nombre de projets qu'on accueille pour les éditions qui se suivent. Il a vu l'intérêt croissant des programmateurs, d'autres cantons romans, pour ces nouvelles formes, et cela nous réjouit. Pour parler de la sélection, là aussi, nous avons cherché, optant parfois pour des spectacles juste aboutis et leur donnant une nouvelle visibilité, faisant des appels à projets et sur 80 dossiers reçus, choisissant ceux qui nous semblaient les plus porteurs de sens ou les plus fous ou les plus étranges. Prenons à chaque fois le temps de lire et d'évaluer, de mettre en commun au sein de notre collectif de programmation. Il y a eu également cette idée amusante de choisir 6 projets sur 20, après avoir lu les 80, et en demandant à ces 20 projets et aux artistes de nous faire une présentation, ici même d'ailleurs, à l'abri, en 180 secondes, de ce que serait le projet idéal s'il était sélectionné pour C'est déjà demain au Théâtre du Loup. Voilà, ça c'était Jouer les mécènes, et c'est Adrien qui vous en parlera un petit peu plus et il dévoilera les secrets de cette entreprise. Et puis, donc, je vais conclure en disant tout simplement que tout ça, ce festival C'est déjà demain, est parti d'une nécessité, en tout cas une nécessité pour moi à la base, mais qui s'est révélée être une nécessité pour beaucoup de personnes, celle d'offrir ce type d'événement, d'accompagnement et de visibilité aux jeunes artistes. Et je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, avec les nouvelles directions de la place, il y a une possibilité d'aller plus loin, de donner plus de temps et de lieu pour la jeune création. Et dans ce contexte-là, eh bien, je remercie nos nouveaux partenaires, l'Abri, Saint-Gervais et Grutli. Voilà, je m'arrête là et puis après, je répondrai aux questions s'il y en a. Et alors, bonjour Adrien. Alors toi, tu es artiste, tu as été fraîchement diplômé en 2010 en tant que comédien par la Manufacture. Et puis tu œuvres encore en tant qu'interprète, avec des metteurs en scène. Tu es, avec ta compagnie L'Homme de dos, aussi metteur en scène. Oui. Ouais. Et puis, tu intègres le Théâtre du Loup en 2012 en tant que coprogrammateur, co-directeur, c'est ça? Oui, collaborateur artistique Voilà. au départ, et puis Alors, chemin faisant. Est-ce que toi, tu peux nous parler aussi un petit peu de CDD, parler de ces mécènes, est-ce que ça a changé quelque chose, le fait de justement réunir 4 structures théâtrales au niveau de la visibilité ou au niveau d'autres choses? Oui, volontiers. Comme l'a dit Rossella, je pense que voilà, le festival, il s'est construit sur une envie, sur un besoin, et ensuite, il s'est forcément modelé par rapport à aux nouveaux besoins qu'il y avait, et puis en essayant de préciser un peu la mission qu'avait le festival, c'est-à-dire que on parlait d'émergence. Qu'est-ce que c'est l'émergence? C'est vrai elle prend beaucoup de formes possibles. Et au départ, comme l'a dit Rossella, on avait des projets qui étaient des tout premiers projets, d'autres qu'on voyait après Mio, parce qu'il existe des plateformes, d'autres plateformes aussi qui permettent aux jeunes compagnies de tester des choses. Et puis, on a mis un certain temps à se dire, mais en fait, surtout, c'était une contrainte qui était physique, j'allais dire, parce que le Théâtre du Loup, c'est un grand plateau, puis on n'a pas 15 salles, on a une salle de répétition à côté, mais ça faisait partie de la réflexion de dire, bon, en fait, on ne peut pas faire tourner les équipes comme dans d'autres salles, dans d'autres théâtres qui auraient plusieurs salles. Ce n'était pas forcément si facile que ça. Faire venir un spectacle qui est déjà un petit peu plus abouti, en fait, ça demande quand même des jours de plateau en amont. On s'est retrouvé du coup à avoir souvent des spectacles qui n'étaient pas au même endroit de développement. Et ça nous intéressait, mais dans un seul lieu, c'était compliqué de le faire. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, recentrons-nous, en tout cas nous, ce qui nous plaît, c'est les tout premiers projets. Et puis, alors, on s'est dit aussi comment sélectionner ces projets. Parce que je trouve que faire un festival, c'est se poser la question du public. Donc donner un focus pour que le public et les programmateurs puissent découvrir les projets, mais c'est aussi quels sont les besoins des jeunes compagnies,
Alors, par dossier, quand on reçoit 100 dossiers sur 3 pages et qu'on ne connaît pas les gens, d'être impartial, de se dire « Ah, mais celui-ci, est-ce que je le connais un peu, j'ai vu ?» Enfin, il y a plein de critères qui sont compliqués, en fait, parce qu'on se dit « Mais est-ce qu'on se fait influencer parce qu'en fait, on voit qui c'est ou on a déjà vu Voilà, et pour se dire « Mais en fait, si on doit être le plus juste possible, comment… oui, il y a la qualité du dossier, mais en fait, sur 3 pages d'un dossier, il y a des gens qui savent déjà bien faire un dossier, il y a d'autres qui savent moins bien exposer leur projet. Donc, c'est très compliqué. Alors, on a inventé cette formule, d'ailleurs, ici, avec la Fête du théâtre, avec Margarita Gingin et Imanol, dont on taira le nom. Impossible à dire. Pardon, Imanol. Si tu nous regardes en streaming, j'espère bien que tu nous regardes, d'ailleurs. Donc, on s'est dit, pourquoi pas faire un projet où, comme la thèse à l'université en 180 secondes, les gens pourraient venir présenter au moins leur projet, qu'on puisse avoir des corps en fait devant et des énergies, même si c'est en 180 secondes. Alors on l'a couplé avec une idée de mécénat qui était une idée sur qui finance l'art, comment ça se fait, qui a créé le débat. On pourra en reparler ou pas. C'est pas forcément le lieu là, parce que voilà, ça frottait un endroit dès qu'il était question d'argent, mais c'était aussi le but. Mais voilà, donc on a fait ça. Et puis, donc ça, c'était vraiment pour ouvrir le processus de sélection, comment on choisit ces jeunes qu'on ne connaît pas forcément. Et au même moment, venait l'envie chez nous de se dire, bon, le festival, il a atteint une certaine taille, nous, on est un peu aux limites aussi de notre capacité. Donc, comment faire un focus? En plus, c'était au moment où l'Abri, l'ADC et puis l'usine mettaient aussi en place un focus d'émergence pour la danse. Donc, on s'est dit, ben voilà, pourquoi pas se regrouper. On discutait beaucoup avec Barbara, Sandrine, Nathalie, avec Raresh sur voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et puis finalement, tout naturellement, avec l'arrivée de ces nouvelles directions, on s'est dit, ben, ouvrons la chose, puisque voilà. Et comme ça, on pouvait aussi avoir des salles qui ont différents stades de développement d'un projet. Voilà, un projet d'école qui est sorti pour lui redonner une visibilité, ou un projet qu'on aurait vu à CDD dans une maquette, puis on lui donne une autre place. C'était, voilà. Qu'est-ce que je réponds un peu à la question ou pas? Bien, c'est parfait. Tu es parfait, Adrien. Ah, merci, c'est gentil. Si c'est rien que ça va. Et non, je continuerai juste, ou je conclurai par dire, bon, on est un peu tellement triste que ça soit pas un peu plus festif, parce que justement, le festival, c'est aussi l'occasion pour les jeunes de se rencontrer, même si je pense que vous connaissez tous, vous n'avez pas besoin de nous. Mais voilà, c'est un peu dommage, parce que le festival, ça permet aussi aux équipes de tourner, de se rencontrer. Donc, c'est le but. Ce que je souhaite au festival pour la suite, c'est de se dire comment, en grossissant, comment rester assez souple. Bon, on a montré qu'on essaye de l'être et qu'on peut l'être, surtout en temps de Covid, mais d'être souple pour pas devenir une machine de guerre pour les projets, et ainsi les formater aussi trop, en fait, parce que j'ai l'impression, on en reparlera avec Dio tout à l'heure, mais il y a des formats, voilà, tout d'un coup, ils sont partis dans un appartement, ils ont fait autrement. Donc je pense que c'est aussi aux artistes à un moment donné de dire quelles sont les formes et qu'ils ont envie d'investir et qu'ils ont envie de travailler. Donc je pense que ce dialogue-là, ça devrait rester à cet endroit-là, le festival. Après, au niveau de l'organisation à 4, c'est plus lourd, mais c'est assez joyeux. On s'est dit qu'on gardait aussi nos sensibilités artistiques, le choix, enfin voilà, pour pas justement uniformiser la pensée. Ouais, je crois que tu as très bien répondu à la question. Voilà. Merci beaucoup, Adrien. On va maintenant ouvrir la discussion avec nos 4 artistes invités, jeunes créateurs. Donc, brièvement, Mélina Martin. Mélina Martin, tu es diplômée de la manufacture depuis 2016. Tu as œuvré en tant que comédienne avec des metteuses, metteurs en scène. Tu as auparavant fait de la danse. Tu as fait des études de chant. J'aime à me dire que tu es mezzo-soprano. Et tu as créé un projet qui s'appelle OPA, qui est un solo, dans lequel tu joues et que tu as présenté dans le festival CDD de 2018. Ensuite, tu as été artiste associé à l'Abri en 2019-2020, je crois. Lola Gius, toi, tu es diplômée aussi en tant que comédienne professionnelle depuis 2015. Tu as œuvré aussi en tant que comédienne avec pas mal de metteuses, metteurs en scène. Puis, tu as créé ta compagnie, la Division de la Joie, avec ton premier projet qui est This is not a love song, pour 2 interprètes, Simon Hildebrandt et Géraldine Duplat.
Et tu devais présenter ce projet l'an passé, en 2020, dans le festival CDD, qui a malheureusement été annulé à cause de Sa Majesté, le coronavirus. Toi, par contre, Valerios Camoufa, toi, tu es comédien professionnel depuis 2006. On t'a pas mal vu sur les scènes en tant que comédien, dans des projets de metteuse, metteur en scène, etc. Puis, avec Giulia Perazzini, tu as coécrit un projet qui s'appelle Hysteria, que tu as présenté au festival CDD en 2015. Tu crées ta compagnie, la compagnie Lascam. Tu crées Il le faut, je le veux d'abord en 2017, puis Zang Boom Tut en 2018. Et tu reviens ici dans ce festival CDD 2020, CDD 9, avec ces 2 projets. Et Simon Sen, toi, tu es artiste, plasticien, vidéaste. Tu as fait, je sais que tu as étudié à la Aide et au Goldsmiths, à l'école Goldsmiths, c'est ça, hein, à Londres. Tu étudies aujourd'hui tu enseignes la réalité virtuelle à la Aide. Tu as pas mal plutôt exposé, fait des installations vidéo, etc. Et puis tout à coup, tu es projeté dans le milieu de l'art vivant avec une pièce qui s'appelle Be Ariel F et que tu présentes au festival CDD en 2019. C'est juste. Alors, nous, avec Lise, brièvement, est-ce que vous arrivez à nous dire qu'est-ce qui s'est passé après, pour vous, après le festival CDD, en quelques mots? Qui veut commencer? 1, 2, 3, je tire au sort. Alors vas-y Simon, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, c'est vrai que moi, je suis arrivé un peu au théâtre un peu par accident, parce que j'ai vécu quelque chose dans ma vie, un événement vraiment très marquant. Et un peu de fil en aiguille, quand je racontais mon expérience autour de moi, à mes amis, à mes proches, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait dans l'oralité et que ce récit que je faisais, ça provoquait des discussions intéressantes et riches. Et en même temps, j'avais le besoin de raconter cette histoire autour de moi. Et du coup, quand j'ai vu l'annonce pour jouer les mécènes à CDD, je me suis dit, je vais postuler et je vais essayer de raconter mon histoire sur un plateau. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et vraiment, sans trop savoir ce que je faisais, je me suis retrouvé sur le plateau du Théâtre du Loup. Je suis venu avec tout mon matériel technique, plein d'ordinateurs, des projecteurs. Et sans trop réfléchir, j'ai un peu tout installé comme ça sur le plateau. Et j'ai raconté mon histoire. Et en fait, cette expérience a permis de donner de la visibilité à mon projet. Et de fil en aiguille, ça m'a permis de faire plein de rencontres. Et depuis, le projet est en tournée internationale. Et c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment, vraiment crucial dans la vie de ce projet, d'avoir comme ça la possibilité d'avoir un plateau où est-ce que j'avais vraiment une carte blanche, où est-ce qu'il y avait une confiance totale. On pouvait essayer quelque chose. Et ça, c'était vraiment super. Et je m'en souviens très bien. Pour moi, ce qui était très riche aussi, c'était avant la représentation, il y avait 2 jours de plateau. Et pour moi, c'était tout d'un coup la découverte de pouvoir travailler avec quelqu'un, un regard extérieur. Et ce regard extérieur, c'était Cédric, si je ne me trompe pas, le technicien, qui était là. Et en fait, il a été bien plus qu'un technicien. Pour moi, il a été regard extérieur, metteur en scène. Enfin, en fait, il m'a aidé pour un peu tout. Et ça, c'était vraiment super. Merci Simon. Et alors, pour toi, Lola, qu'est-ce qui s'est passé en fait après le festival CDD? En fait, que tu n'as pas. Oui, voilà, Hein, c'est ça. mais du coup, c'est un peu bizarre de comment- répondre à la question. comment tu as rebondi en fait? On a rebondi, T'as rebondi. sous la pluie. Non, enfin parce qu'en fait oui, donc on était programmé. Enfin, Sandrine avait, enfin moi en fait j'avais juste fait un spectacle dans les Cévennes chez un copain. Enfin voilà. Puis après on l'a repris au festival Tac Tac Tac. Peut-être c'est intéressant de le mentionner d'ailleurs, ce festival, c'était aussi un festival de jeunes créations, mais auto-organisé, auto-géré au squat de Saint-Martin à Lausanne. C'était une super belle expérience de collectif de jeunes artistes qui a été incroyable. Et donc on a repris le spectacle là, et c'est comme ça qu'après on en est venu à en parler avec Sandrine, qui a été aussi super dans la confiance et qui a proposé de nous mettre dans la programmation du festival C'est déjà demain aussi comme une possibilité de
de montrer un premier projet dans un cadre, pas protégé, mais avec... une manière de dire c'est un premier projet, donc avec les limites de ça et avec les potentiels ratages ou essais. Et du coup, c'était assez chouette l'idée de le placer là-dedans pour comme un sous-titre de c'est une première chose. Donc, et puis finalement, il y a eu le Covid et donc on n'avait plus ce sous-titre et on s'est retrouvés dans la programmation de Saint-Gervais et puis du coup on devait jouer en mai, c'est un spectacle d'extérieur. On s'est retrouvés en octobre à devoir mettre des pèlerines de pluie à tout le public. Enfin voilà, mais c'était super. Du coup, on a tous pris la pluie ensemble et puis du coup, la suite est super inattendue pour nous, mais super belle aussi. C'est Tamara justement qui s'occupe de la diffusion de la compagnie, mais du coup, on commence aussi une tournée internationale la saison prochaine, qu'on n'attendait pas trop, mais c'est très chouette. Donc super, merci. Et toi alors Oui, moi, quand on a fait Opa oui au CDD, il y avait aussi une production, déjà, donc je savais que juste après, j'allais jouer à l'Arsenic, c'était. Mais du coup, c'était. Et puis, j'avais pu jouer CDD parce que j'avais fait Premio aussi, l'autre plateforme pour les artistes émergentes, qui est aussi très chouette comme CDD. Et c'est vrai que du coup, j'ai pu bénéficier. C'était super de pouvoir jouer juste avant parce que c'était donc la première, quand même, la vraie première à CDD, de pouvoir bénéficier de ce label. C'est le premier projet, et donc d'avoir quand même cette bienveillance et du public, que ce soit aussi dans le cadre d'un festival et pas d'être. Ça marche pas en fait de parler avec ce masque, mais il est joli, mais il n'est pas pratique. Voilà, de pouvoir quand même avoir de pas tout de suite commencer avec premier projet à l'Arsenic et de voir après il y a le public de l'Arsenic, mais inviter beaucoup soit les gens, mais d'avoir ce public de ce festival là, cette bienveillance là pour ce premier projet. C'était chouette. Ça t'a rassuré quoi? Oui, ouais, d'accord. Et cet accompagnement. Accompagné. Et après, après il y a eu aussi une tournée peut-être internationale. mais ouais, Donc ouais. tu devais être à la sélection suisse, Oui, c'est ça? c'est d'où le peut-être. Ouais, en Avignon qui a été annulé Oui, et qui va être probablement peut-être. repris. Voilà. Ouais. Ouais, on Avignon, espère. il y a- Hein. oui, ouais. Et puis, merci Mélina. Et alors, Valerio, Ere. que sait-il ou que va-t-il se passer Donc, la question, c'était qu'est-ce qui s'est passé après? C'est déjà demain. Voilà, ça c'est ça. Après, peut-être, en fait, pour moi, j'ai envie de dire que peut-être de dire un mot sur la notion d'émergence, parce que d'une certaine manière, j'y suis toujours, en fait, ou j'y reviens, en fait, tout le temps, parce que, en fait, en vrai, j'ai démarré le premier projet, c'était aussi une plateforme qui existait à Genève, qui n'était pas si mal, mais que l'usine, le gars de l'usine a finalement décidé d'abandonner, qui était le festival local, et qui était, voilà, donc en fait, moi, j'ai présenté un premier projet, déjà avec Julia Perazzini, qui s'appelait C'est vraiment un spectacle de PD. Ah oui, Et on a fait ce projet-là qui était le point de départ, on va dire, qui nous a absolument rien apporté, j'ai envie de dire, au niveau de continuité, mais par contre, ça a scellé une collaboration, parce qu'après, j'ai collaboré pendant de nombreuses années avec Julia Perazzini, donc ça a servi à ça, en fait. Ça n'a absolument pas fait émerger de compagnie, ou on va dire, mais en tout cas, ça a créé cette collaboration, qui ensuite, on est venu avec Julia Perazzini à C'est déjà demain, et on a créé ce spectacle Hystéria, qui est en fait le dernier volet d'un triptyque théâtral qui était composé de Discuss, Retalk et Hystéria, qui était le dernier volet. Et puis, en fait, à la fin de ce volet-là, quelque part, il ne s'est rien passé, puisque c'était la fin du triptyque qu'on avait décidé de mettre en place. Et donc, du coup, on n'a pas continué la collaboration. Donc, du coup, après, j'ai recréé une compagnie. Et du coup, de cette compagnie, j'ai créé 2 spectacles. Et je retourne à C'est déjà demain. En fait, pour dire que finalement, l'émergence n'a jamais eu lieu d'une certaine manière. Ou ce qu'on pourrait imaginer. Non, mais
qu'est-ce que ça veut dire au fait? On émerge de quoi quelque part? Et du coup, une fois qu'on a émergé, on est quoi? On est émergé et du coup, on est quoi? On est des quoi? Confirmés? Voilà, Non, c'est tu ça. restes jeune créateur. Bon, je vais pas faire de jeu de mots sur ce mot, non? Ou bien- Tu es un éternel jeune Mais créateur. Hein? Oui, non, mais Éternel c'est ça. jeune, Non, mais en ouais, fait, ouais. pour dire que cette notion en fait, d'émergence, j'ai l'impression que pour moi, c'est plutôt des sortes d'allers-retours, j'ai envie de dire, dans des possibles. Et que un chemin, j'ai l'impression que, en tout cas, mon chemin artistique, c'est pas un chemin qui part de rien et puis c'est pas une courbe ascendante, contrairement à celle du Covid. Moi, c'est plutôt une courbe qui fait des allers-retours, en fait. Et du coup, on bascule en permanence entre quelque chose qui émerge et qui se confirme des moments. Et puis après, on refait un projet qui tout d'un coup redescend dans une sorte d'émergence parce que il est moins. Mais voilà, j'ai envie de dire ça en fait. Ce Ouais. qui se passe après, quelque part, il s'est passé beaucoup de choses et il s'est rien passé. Vous voyez ce que je veux dire un Ouais. peu? Voilà. Mais c'est quand même passé des choses, en fait, finalement. Même si c'est rien passé, il se passe Oui, des non, mais il choses. s'est passé évidemment, il Donc, s'est passé beaucoup de ouais, choses, voilà, évidemment, c'est ça. bien sûr, Ouais. bien sûr. Alors, merci. Nous, Lise et moi, on a encore une question pour vous. Alors, on va commencer par ça. Est-ce que, d'après vous, c'est important que l'art en général, hein, voyage, s'exporte, circule et pourquoi? Moi non plus, le masque, ça marche pas. Et pourquoi, en fait? Alors, Pas, hein, ça peut être... ouais, moi je dis, enfin je pense que oui, clairement même. Enfin, et pour de nombreuses raisons. Euh, bah, déjà pour montrer ce travail, enfin ce projet. Enfin, ça dépend sûrement selon quel projet, mais imaginons que c'est un spectacle qu'on aime jouer, qui nous tient à cœur. Dans ce cas-là, je dirais vraiment oui pour en fait le partager avec différentes personnes et voilà. Donc dans différents endroits et et une autre raison, ce serait de pouvoir le jouer plusieurs fois aussi, parce que je trouve notamment un spectacle émergent, quelle que soit la définition de émergent, mais plus on le joue aussi, plus ça évolue, plus on a aussi, enfin, on le maîtrise d'une manière où ça change, on a du plaisir à le jouer, et que du coup, voilà, vraiment chouette de jouer beaucoup en spectacle. Et ça et en tant que spectatrice aussi, de voir des spectacles qui viennent peut-être de différents endroits. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper stimulant. Enfin, ça ouvre. En tout cas, enfin, voilà, c'est déjà 3 raisons. Ouais. Et vous, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez quelque chose à dire? Est-ce que c'est important que l'art en général voyage dans le monde, ou même localement, ou d'une manière ou d'une autre? Ou pas forcément, je ne sais pas. Comme dans ma vie perso, bah, je sais pas, avec toute cette question de l'écologie, la question du voyage, elle se pose autrement peut-être, ou on peut essayer de réfléchir comment on voyage autrement, tout ça. Puis nous, on essaye de faire ça dans la compagnie, là. Donc Parce que par exemple, comme il n'y a pas besoin d'aller très loin forcément pour être émerveillé ou surpris ou déstabilisé, il suffit des fois de travailler son regard, ben, on s'est dit comment on fait ça sur une tournée, par exemple. Et du coup, ça veut dire, bon, effectivement, c'est important que l'art voyage dans le sens qu'il soit montré à des publics différents, qu'il soit vu, parce que forcément, il y a une nécessité artistique qui pousse tout ça, puis on a envie de partager, quoi, puis de communiquer avec d'autres. Mais en fait, la question qu'on s'est posée, nous, c'est le voyage, il peut être très proche. Donc, par exemple, je sais pas, là, avec Saint-Gervais, il y avait l'idée pour la prochaine création d'une tournée plus... c'est-à-dire qu'on peut jouer à Saint-Gervais, en plein centre de Genève, mais donc nous, en plus, comme on est en extérieur avec des spectacles très légers techniquement, bah, on peut aussi aller jouer une semaine en bas des tours du Lignon. Et puis en fait, à Genève, on peut avoir encore un deuxième théâtre, qui est en l'occurrence par exemple le Forum Mérin, où on joue aussi à Genève, mais en bas des tours de Mérin et devant le Forum Mérin. Et peut-être à Lausanne, bah, on joue à Lausanne même, on va jouer dans les vignes, on va jouer dans un quartier, en fait, et là, on a des publics qui sont extrêmement, extrêmement différents. Nous, la première fois qu'on a créé le spectacle, on le jouait dans un festival de musique, et même ça, on s'aperçoit que c'est déjà un voyage, en fait, parce qu'on est face à un public qui n'est pas du tout un public de théâtre. Enfin, le public d'un festival de musique, c'est pas du tout le public d'un... En fait, il y a moyen de voyager et de s'exposer à d'autres regards et à des regards qui nous modifient
en consommant peu, en ayant une empreinte carbone assez petite. C'est juste un effort de déplacer son regard aussi des fois. Enfin, nous, c'est ça en tout cas l'idée. Ça n'empêche pas d'aller parfois jouer ailleurs quand il y a des liens, des capillarités aussi avec d'autres lieux, mais le voyage, il peut, enfin pour nous en tout cas, on essaye de l'envisager autrement. Pardon. Et je comprends complètement ce que tu veux dire, et puis je trouve que c'est vraiment aussi une piste à creuser, en tout cas. Mais du coup, ça me faisait penser, quand tu disais de faire voyager les choses plus localement, ou en tout cas différemment, ça me faisait penser à toi, Simon, qui a un autre médium finalement pour faire voyager ton projet. Oui, alors tout à fait. C'est vrai que moi, comme je vous le disais avant, mon projet, il a vraiment commencé quand j'ai commencé à raconter autour de moi mon histoire. Et pour moi, c'était ça qui était important, c'était d'aller à la rencontre d'autres personnes et d'échanger autour de cette expérience. Et du coup, pour moi, la version du projet spectacle en scène sur un plateau, c'était en fait un peu, c'est une version qui existe. Et pour moi, du moment où c'était plus possible d'aller sur le plateau, j'ai tout de suite pensé à des méthodes pour ne pas avoir à annuler mes spectacles, parce que ça me tenait trop à cœur de partager avec le public ce que j'avais à partager. Et alors, j'ai simplement adapté la proposition pour en faire une proposition en ligne, une performance numérique. Et en fait, pour moi, il m'est arrivé récemment une discussion. En fait, j'ai rencontré récemment une personne qui avait vu la performance en ligne. Et en discutant avec cette personne, en fait, je me suis rendu compte que, même si c'était une performance qu'il y avait eu il y a 3 mois en arrière, en discutant, je me suis rendu compte que je me rappelais quel soir cette personne était venue. Et en fait, ça, pour moi, j'ai trouvé que c'était très beau, parce qu'en fait, j'en ai fait, je pense, entre 40 et 50 des performances en ligne. Et je me rappelle de beaucoup de ces dates. Un peu comme je me rappelle de certains soirs sur un plateau, il s'est passé telle ou telle chose. Et c'est vrai que pour moi, ce qui est important dans ce projet, c'est aussi une partie qui est vraiment une discussion avec les spectatrices, spectateurs. Et que ça, pour moi, qu'on soit sur un plateau tous ensemble ou bien en ligne, voilà, c'est un peu différent, mais l'essentiel est là. On peut se rencontrer, on peut échanger. Et voilà. Merci. Valério, tu voudrais ajouter quelque chose? Toi, tu as quand même amené tes spectacles en Espagne, en Italie. Oui. Non, oui, en fait, c'est peut-être que qu'est-ce que je voudrais ajouter? Oui, en fait, ce que je voudrais ajouter, c'est par rapport à la question de... La question, c'est la nécessité de faire tourner. C'est pourquoi est-ce que... C'était ça, on était parti de cette question-là. Est-ce que tu penses que l'art, c'est important que l'art voyage? En fait, je pense art que... confondu. Ouais, en fait, oui, je pense que c'est important que l'art voyage. Je pense que pour moi, c'est quand même important que l'art vivant voyage. Pas forcément qu'il voyage, mais je pense que c'est important que l'art vivant soit montré. En fait, parce que nous sommes l'œuvre, en fait, le vivant. Donc, en fait, c'est ne pas jouer, c'est comme faire une peinture pour la mettre à la cave. Donc, en fait, si on joue pas, et ben, en fait, l'œuvre n'existe pas. Donc, pour que l'œuvre existe, on doit jouer. Donc, pour moi, c'est même plus qu'une, c'est une nécessité, en fait. Sinon, c'est autre chose. Sinon, on fait pas une œuvre d'art. Sinon, c'est une sorte de hobby, ou sinon, c'est un autre type de travail, en fait, qu'on fait. Pour ne pas être montré. Moi, je fais plein de choses dans ma chambre, à part faire des spectacles. Donc, moi, je fais plein. Vous n'avez pas l'esprit? Je fais plein. Non, mais évidemment, je fais plein de choses que je ne montre pas. D'accord. Parce que ce n'est pas forcément ce que à un moment donné, je décide de définir que ça, c'est de l'art que je veux montrer. Donc, et donc, si à un moment donné, je fais le pas de dire ceci est l'art, eh ben, c'est parce qu'il doit être montré. D'accord. Sinon, je n'y vois pas le sens. Et alors, tous les quatre, à quel moment est-ce que vous réfléchissez à cette question de la diffusion? Est-ce que c'est avant de créer un projet, pendant, après? Est-ce que vous y pensez ou pas? Est-ce que ça change des choses? Vous voyez ce que je veux dire?
Ah, Je je peux, vois. je peux enchaîner parce que je me Ouais, suis vas-y, posé vas-y, cette... vas-y. Non, mais parce que en fait, c'est effectivement au tout début, quand j'ai fait les tout premiers projets, je me posais beaucoup la question de la diffusion. C'est-à-dire que c'était essentiel, c'était il faut que ça tourne. Toujours dans cette idée de nécessité, il faut que ça tourne. Et puis, c'est vrai que aujourd'hui, je dis, je m'en fous complètement. Et aujourd'hui, lorsque je fais, je me dis, si ça tournera, il y aura toujours un moyen d'adapter, de couper dedans, de se débrouiller pour que en fait, la chose va tourner, si ça doit tourner. Mais en fait, maintenant, je dis, les projets, ce n'est j'ai arrêté de penser à la diffusion. C'est contradictoire avec ce que j'ai dit avant. Hein. J'ai la nécessité que ça tourne, mais en même temps, au moment où je fais le projet, je décide de dire non, je ne pense pas à la diffusion. D'accord. Et les autres, vous êtes, je crois, tous les trois en train de mettre en place une prochaine création. Et comment vous la pensez au niveau de la diffusion? Est-ce que vous avez réfléchi à l'avance? J'aimerais la poser là, j'aimerais aller là, j'aimerais aller là. Ou comment ça se passe? Ou c'est Moi, c'est vrai que les choses se font assez naturellement en fonction des rencontres que j'ai faites lors de ma tournée actuelle. Parce que ben voilà, il y a des affinités qui se créent et des envies de continuer une collaboration. Donc c'est un peu ça qui fait que ça démarre. Et après, moi, ma manière de créer, c'est vraiment de fonctionner par étapes, parce que pour moi, j'arrive pas à travailler dans une salle sans avoir quelqu'un en face de moi qui découvre quelque chose. Donc c'est vrai que dès très tôt dans le processus de création, j'aime avoir des plateformes un peu comme par exemple CDD, ou bien tout d'un coup trouver des partenaires chez qui je peux aller faire des crash tests, des étapes de travail. Et c'est vraiment comme ça que j'aime avancer. Et du coup, la question de la diffusion, pareil, je fais avec ce qui est possible. Là, par exemple, pour un nouveau projet, je vais faire le mois prochain une étape de travail. Tout d'un coup, ce sera une étape de travail en ligne, euh, une espèce d'essai de quelque chose, sachant que la finalité du projet, ce sera sur un plateau. Mais pour moi, je vais vraiment étape par étape avec ce qui est possible à un moment donné. Et toi, Lola? Bah, ouais, je pense qu'il y a deux choses de l'ordre de la diffusion qui rentrent en jeu au moment du départ de la création. C'est le dispositif technique où on se dit ça doit tout tenir dans le camion de mon frère. Enfin bon, voilà. Donc c'est peu de il n'y a pas de scéno, voilà, c'est aussi cette chose que c'est déplaçable facilement. On peut s'installer quelque part avec juste une prise électrique et puis on n'a pas besoin d'un bloc de. Enfin voilà. Et donc ça détermine quand même une partie de la nature du projet. Et l'autre chose, c'était aussi que la première fois qu'on a créé, à côté de là où on était, il y avait un gars qui était au chômage, un électricien. Et puis, je sais pas, on était trois là-bas avec Géraldine et Simon, puis ce gars était là. Puis au début, on se reniflait un peu avec ce type. Puis lui, je sais pas, il était un peu là, les artistes. Bon, bref. Et puis petit à petit, il a commencé à faire les échauffements avec nous, puis à être notre regard extérieur. Et puis à la fin, on a vraiment créé avec lui cette pièce, quoi. Puis il avait des retours que personne d'autre aurait pu nous faire, genre ouais, mais la meuf, elle est chiante en fait là. Enfin, des trucs où nous, on n'aurait jamais pensé en ces termes. Et puis on pouvait pas prendre de raccourcis dans la pensée non plus en création entre nous, parce que des fois on se dit des mots qui sont un peu des mots valises de théâtreux, puis en fait on se rend compte que personne dit la même chose quand il dit ces mots-là, un endroit de jeu. Bon, en fait ça veut rien dire. Et puis lui il disait mais c'est quoi ça? Puis du coup on devait toujours tout se remettre à niveau, même entre nous dans notre manière de communiquer, il n'y a pas de choses qui sont prédéfinies. Puis du coup ça nous a donné à la fois une grande liberté et un grand devoir de clarté aussi dans ce qu'on voulait dire, dans la manière dont on le disait, de ne pas utiliser de références préalables et tout ça. Et ça, on s'est dit qu'on gardait ça dans notre mode de travail, d'avoir toujours quelqu'un dont c'est pas le métier avec nous, qui crée avec nous, pour l'idée que justement, comme tu dis, travailler sans être regardé, ça fait peu de sens. Donc, qui regarde, ça influe qu'est-ce qu'on fait et à qui on adresse le spectacle. Et du coup, c'est vraiment cette idée de chercher de manière exigeante notre version d'un théâtre populaire, aussi pour pouvoir se dire qu'on l'adresse à des publics qui ne sont pas forcément des publics de théâtre, enfin que ça passe aussi là, ou que qu'il n'y a pas un écrasement en tout cas social de codes théâtraux. Voilà. Et du coup ça fait partie de la création, donc, et c'est quand même dirigé vers quelle diffusion
à quelle diffusion on prépare le spectacle, je dirais. Mhm. Vas-y. Moi, je peux parler du coup du solo OPA parce que c'est ma seule expérience de diffusion pour l'instant. Et la question de la diffusion, elle est clairement venue après, parce qu'au début, le but, c'était vraiment de créer un spectacle. Je pensais que à ça. Et une fois qu'il était créé déjà, enfin, c'était une fois qu'il était créé que j'arrivais à en parler et du coup pouvoir faire potentiellement envie à des gens de le présenter, de le programmer. Et en plus, comme j'ai dit, je fais partie du concours Premio, donc j'ai pu bénéficier des membres, des théâtres membres de Premio. Et je pensais qu'une fois qu'ils seraient créés, les membres, les partenaires allaient me contacter pour éventuellement me programmer, ce qui n'était pas du tout le cas. Enfin, j'ai vraiment, évidemment, dû moi faire ce travail-là de diffusion que je découvrais vraiment petit à petit. Mais je trouvais que c'était aussi, en fait, et c'était vraiment une manière de prendre contact avec des gens qui me connaissaient pas du tout, que je connaissais pas du tout ou un petit peu, et que c'était une manière de se rencontrer aussi à travers cette diffusion. Donc, quand on n'a pas trop de pression aussi avec ça, donc ça donnait aussi lieu à une tournée très étalée dans le temps, avec des moments où je tournais pas du tout, mais qui se faisait comme ça petit à petit avec ces rencontres. Et puis là, pour ce prochain projet, alors je vais aussi vraiment par étapes, tranquillement, donc je pense pas du tout à la diffusion. Après, je pense peut-être il y a justement des affinités artistiques avec des lieux ou des personnes, donc je peux penser à ça, mais pour l'instant, je pense déjà à qu'est-ce que c'est que ce projet et on verra ensuite, enfin voilà, pour où ça va tourner ou pas. En vous écoutant parler, du coup, ça me rappelle aussi que quand on vous a rencontré, parce qu'on s'est rencontrés à peu près tous en amont pour préparer ce festival. Et lors de nos rencontres, plusieurs de vous nous faisaient part de leurs envies de proposer les projets différemment. Je pense à Vanna, je pense à plusieurs personnes comme ça. Et ce serait chouette, si vous êtes d'accord tous, qu'à partir de maintenant, peut-être on entre dans une discussion commune, que vous nous partagiez ce que vous nous aviez raconté lors de nos rencontres, qu'on ouvre sur l'utopie, par rapport à cette question de la diffusion ou du voyage des œuvres. Comment voyageraient les spectacles dans un monde utopique et merveilleux? Je crois qu'on doit ouvrir la question à l'utopie. Et on avait envie peut-être maintenant de partager avec vous un texte que nous a fait parvenir le collectif Entropie. Et c'est Adrien qui va le lire. Qui sont justement en tournée, ce collectif, ils sont partis en tournée, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être là en fait aujourd'hui, et qui ont présenté leurs pièces les jours précédents dans le festival CDD. Alors moi, je vais vous lire la réponse à la question des œuvres qui doivent voyager. Alors, c'est le collectif Entropie qui écrit « On est en train d'essayer une combine pour faire circuler différemment ce qu'on fait. On écrit ces lignes le jour qui suit l'annonce de la réouverture des lieux culturels. On s'y attendait pas. On ne sait plus trop à quoi s'attendre. On a tous multiplié les stratégies pour continuer à faire exister les arts vivants ou pour faire une pause et se reposer. Dans ce magma de possibilités, on a envie d'essayer des formats dans lesquels on a la sensation de reprendre un petit peu le pouvoir décisionnaire dont on a été tant privé. Et les institutions aussi nous ont semblé aussi impuissantes que nous tous. La lecture de Dio, qu'on a présentée dans le cadre du festival, on voulait la faire au plateau. Et puis, au fil du travail, des reports, des doutes, des discussions, on a commencé à s'imaginer monter tout ça sur une vraie scène, sans avoir d'espoir que ça puisse exister un jour sur un plateau. Il paraît que toutes les salles ont déjà trop de spectacles programmés sur une année, voire sur 2. On n'arrivait donc pas à se résoudre à l'idée qu'on ne jouerait probablement notre création que 2 soirs, pour des pros, sans possibilité de reprogrammation avec un public varié. Alors là est venue l'idée de faire nos lectures dans des espaces autorisés, et on a choisi quelque chose de plutôt intime et simple, l'appartement personnel, et le rassemblement dans le cadre privé.
Alors, quand on entre dans ces espaces de représentation intime, on entre dans des lieux de vie. On utilise les fours, les frigos, les lits, les éviers, les terrasses et les fenêtres. C'est une lecture pour appartement ou pour cuisine, buanderie, salle commune, cave, partout où on trouvera un mur blanc de 4 mètres. On a trouvé un appart à Lausanne qu'on pouvait utiliser pendant une semaine. On a bricolé des lumières, un espace de jeu, un bar à prix libre, une caisse prix libre à l'entrée, et c'était parti. D'un coup, après 1 an de stagnation sur une simple décision, on s'est retrouvé à faire 12 représentations à la suite, avec un public qui changeait, qui respirait, qui renversait ses bières sur le tapis, qui discutait, débattait, aimait pas, râlait, et puis c'était super. C'est complètement personnel et situationnel, mais nous, c'est ça qui nous a fait du bien, c'est comme ça qu'on a retrouvé du sens, parce que c'était simple, faisable, et qu'on pouvait l'imaginer exister par la suite, quelle que soit l'évolution de la situation. Ensuite, on a commencé à parler du format autour de nous, sur les réseaux sociaux, et à prévoir sa circulation. Tout à coup, avec un kit de voyage pas trop encombrant à faire circuler, on nous a proposé de nous accueillir dans plein d'endroits, en Suisse, en France, en Belgique. On ne sait pas encore trop quoi faire de tout ça, mais on s'oriente dans quelques directions. Pour le moment, ce qui nous semble le plus important, c'est de ne pas jouer seulement pour les personnes qui habitent le lieu, mais de transformer temporairement le lieu en un théâtre do-it-yourself et défectueux, ouvert à un public avec un bar, des réservations et une communication à base d'affiches sauvages et de stories Instagram. C'est cool si ça dure plusieurs soirs de suite aussi, si on prévoit du temps pour se poser avec le public après la lecture, si on peut rémunérer les personnes qui nous accueillent avec le prix libre et ou un soutien institutionnel. C'est cool si on peut s'adapter aux normes étatiques des endroits, surtout le nombre de personnes maximum autorisées. Forcément, ça pose aujourd'hui des questions auxquelles on n'a pas de réponse précise. Comment l'endroit qui nous accueille participe-t-il au sens de la lecture ? Est-ce qu'on continue à tourner en appartement si le projet ne parvient plus à trouver de fonds institutionnels ? Pour certains membres du collectif, c'est possible, et c'est une position à prendre, en utilisant le prix libre. Pour d'autres personnes du collectif, c'est difficilement viable en dehors d'un partenariat avec des institutions qui accepteraient de soutenir ce projet dans ce format. Voilà où on en est, plutôt impatiente de continuer à investir des endroits. En tout cas, c'est comme ça que nous, on s'est senti bien, qu'on a vraiment réussi à se remettre à fond dans ce projet, malgré la situation. C'est notre réponse du moment à la question du forum. Comment imaginer une circulation des arts vivants en temps pandémique ? On aurait beaucoup aimé discuter de ces paradoxes avec vous tous, mais on est sûr qu'on en aura l'occasion. Le samedi où vous lirez ça, on sera en train de mettre en place la lecture dans un nouvel appart, en espérant que l'installation électrique ne saute pas. On espère que le forum se passe au mieux. Ça, je ne sais pas. La piraterie n'est jamais finie. On vous envoie plein d'amour. Merci encore pour tout. Qui est-il ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qui est-il ? Qui je suis ? Non, mais pour dire, c'est un collectif... Collectif Entropie. Peut-être tu veux le... c'est un collectif qui ne vient pas forcément du théâtre, qui regroupe... comment dire ? C'est plutôt pluridisciplinaire, en fait. Oui. Il y a un petit peu de tout. Ils écrivent leurs textes eux-mêmes. Ils écrivent collectivement. En fait, ils font tout collectivement. Donc, il y a des gens ils écrivent à plusieurs mains, ils font la musique à plusieurs mains, ils travaillent la vidéo à plusieurs mains. Et on ne sait pas bien, en fait, qui fait quoi. Dans le sens que c'est aussi ça, j'ai l'impression, leur modus operandi, c'est qu'on... Voilà, c'est comme ça qu'ils veulent rester et se définir, en fait. Voilà. C'est super, c'est joli. Non ? Alors, du coup, on va ouvrir la discussion à tous. Alors, j'espère que vous allez prendre la parole. Comment est-ce que vous vous étiez imaginé ? En fait, est-ce que vous aviez des rêves ou des envies, justement, comme disait Lise tout à l'heure, avant de créer votre pièce, avant de la présenter au Festival CDD ? On a un peu parlé avec certains individuellement. Est-ce que, Vanna, tu as envie de dire quelque chose ? Où es-tu, Vanna ? On va te passer un micro. Ok, une question, c'était, oui, comment c'était avant? Alors avant, la tension artistique, c'était totalement différente. C'était plutôt de créer une situation
où le public entre dedans et joue avec nous. Alors, avec le Covid, c'était impossible de faire ça. Alors, je suis partie sur un exercice théâtral pour la première fois pour moi. Hyper intéressant. Je me sens privilégiée d'être ici entre vous parce que je viens des arts visuels. Et c'est un autre monde, le théâtre, pour moi. Sur la question utopique ou des mondes utopiques, j'espère que ce n'est pas une utopie qu'on va rentrer au théâtre sans masque à un moment donné. On verra. Oui, moi j'ai un petit désir de faire circuler les performances. Je dis performances que ce n'est pas nécessairement de spectacle, des performances dans la ville, aux différents endroits, et créer des liens entre les institutions, soit médicaux, parce que ça m'intéresse beaucoup, soit institutions financières, et des artistes. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement qu'on cherche le public, un public différent, mais c'est aussi qu'on implique les gens qui travaillent là. Alors, l'idée, c'est de faire des gestes artistiques dans des lieux de travail avec les gens qui travaillent là. Alors, ça, c'est une idée un peu ambitieuse, mais c'est un dossier que je prépare pour... Ton rêve, c'est ça? Oui, c'est encore un rêve, oui. Voilà. Il faut bien passer par l'utopie, non, je crois. Oui, pour après arrêter peut-être, oui. Pour revenir dans le monde réel, c'est ça, avec les contraintes, etc. Elle réalise que oui, c'est pas mal. La diffusion, c'est utopique. Oui. À qui je passe la parole? Ouais. Vous pouvez aussi rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Voilà, la parole est à vous, jeunes gens. Alors, bonjour. Je m'appelle Paul. Je suis l'un des 3 membres de la compagnie Tendo qui a participé à C'est déjà demain de cette année. Et en fait, un peu comme Simon Sen, je viens pas du tout du domaine des arts de la scène, enfin des arts vivants. J'ai fait une formation dans le design d'interaction, donc plutôt dans les arts numériques. Et je suis un peu un internet kid, c'est-à-dire un enfant d'internet, dans le sens où j'ai beaucoup grandi avec des vidéos YouTube et aussi des streamers internet, c'est-à-dire des gens qui se diffusent en live chaque semaine ou chaque soir et qui proposent aux gens de se rassembler. Et en fait, en connaissant la culture du streaming avant d'entrer dans la culture des arts vivants, en fait, j'ai vu beaucoup de liens avec les technologies ou les plateformes que proposait par exemple Twitch, une plateforme de streaming, une plateforme de streaming qui est très utilisée pour montrer du jeu vidéo. Mais il y a vraiment ce rapport où en fait on donne rendez-vous à des gens pour partager un moment commun et puis ensuite en discuter pendant, discuter avant, discuter après. Il y a vraiment cette proximité vivante en fait. Il y a ce rapport au vivant, même si c'est à distance et qui, je pense et j'espère, nous a fait beaucoup de bien pendant le Covid. Enfin, je veux dire, de pouvoir avoir d'autres formats en fait. C'est ça que je veux dire, de nous avoir fait du bien. Je veux dire, les Skype Hero ou des choses comme ça. C'est-à-dire que de vivre dans une période où la technologie nous a permis de nous rassembler de manière partielle, mais quand même, je trouvais ça super intéressant. Et du coup, même avant en fait, que la question se pose de la diffusion, est-ce qu'on le fait à distance, est-ce qu'on le fait en streaming, etc., où il y a des tentatives justement dans le monde des arts vivants, en fait, c'était une piste qui nous intéressait déjà beaucoup avec la compagnie Tendo, qu'on a essayé de mettre en place comme on le pouvait cette année. Mais je pense qu'il y a encore plein de choses à explorer justement avec l'interaction avec le public. Enfin, c'est quelque chose dont on parle quand même beaucoup dans le théâtre contemporain. Et de trouver des nouveaux moyens d'interagir avec un public potentiellement à distance, en distanciel, partiellement à distance et des choses comme ça. Et du coup, je pense que le streaming, il y a eu le festival Go Go Go, sauf erreur, qui a fait des belles tentatives, je trouve, et qui a fait des propositions très intéressantes. Et je pense que c'est des pistes qui méritent encore d'être explorées et pas forcément d'être abandonnées quand la condition sanitaire le permettra. Mais je pense que ça amène vers d'autres portes. Ça amène vers d'autres possibilités d'art vivant. Et c'est un moyen aussi de le faire voyager sans forcément voyager physiquement, en tout cas pour les personnes qui performent. Et je trouve que c'est des bonnes pistes. Voilà. Pour l'écologie, c'est bien peut-être, ou pas? Alors ça dépend quelle plateforme de streaming on utilise. La question est assez intéressante. Je pense que selon le nombre de personnes qui participent, en tout cas qui assistent aux représentations live, oui.
Après, si c'est pour 3 personnes et qu'on stream sur des serveurs d'Amazon situés en Californie, c'est une autre question, mais je pense que c'est autant que pour une scène, comme pourraient le faire des grands producteurs, productrices avec des scènes et des décors immenses qui sont amenés en semi-remorque ou des choses comme ça. Mais la question se pose, mais je pense que c'est une possibilité qui doit être envisagée en tout cas. Voilà. Bonjour, alors je suis Sarah Calcine et je travaille avec Pauline Castelli qui est ici présente. Bonjour Sarah. Bonjour. Compagnie Boule à Facettes et pour le spectacle On achève bien les oiseaux. Et nous, on s'est posé, alors on s'est jamais posé dans les termes de la diffusion avec Pauline, mais dès la jeunesse du projet, on avait envie d'imaginer qu'on pouvait le jouer dans des salles de théâtre et dans des salles des fêtes. Et ce qu'on arrive à faire là, en tout cas pour la tournée l'année prochaine, et donc on est à Saint-Gervais là en ce moment, jusqu'à ce soir. Et l'année prochaine, on va alterner entre les deux. Dans l'idéal, on aurait aimé, on organise des ciné-cooking, voilà, enfin vous verrez, ou ceux qui ont déjà vu. Et dans l'idéal, on aurait aimé en fait pouvoir manger toutes et tous ensemble à la fin, et que ce soit un moment convivial qui a été forcément remis en question avec la situation. Donc c'est vrai qu'on part de l'utopie, et puis après, on fait ce qu'on peut. Et ça se trouve, en fait, l'année prochaine, on arrivera dans les salles des fêtes du sud-ouest de la France à réussir à manger ensemble. Voilà. Après, moi, je trouve que ça pose la question de la porosité entre les institutions. C'est-à-dire si on veut jouer à la fois dans des théâtres et à la fois dans ces lieux, comment on contacte ces lieux. Et puis aussi, ça pose la question, je trouve ce texte très beau de ce collectif, mais ça pose la question de la subsistance quand même. C'est assez terre-à-terre économique, mais comment on fait en fait pour que ça puisse voyager, et voyager comme tu disais Lola, en fait, dans les théâtres à l'extérieur, et comment on est soutenu en fait là-dedans. Je dis pas, je pose juste la question. Et ça, je crois que c'est aussi à imaginer, j'imagine. Non, la question de la subsistance, justement, tu questionnais le mot émergence. Et moi, dans la question de l'utopie, de c'est quoi la tournée pour des jeunes compagnies, en tout cas, parce qu'en fait, la jeune compagnie, c'est quoi? C'est la personne qui lead ou alors le collectif dont c'est le premier travail en tant que metteur, metteuse en scène ou porteur ou porteuse de projet. Mais en fait, dans cette idée qu'on pourrait mélanger aussi les générations au sein des compagnies, enfin, je sais pas, j'en parlais avec Yvette Terola qui s'arrachait les cheveux de dire mais vous travaillez tous ensemble, les jeunes, comment vous voulez qu'on communique, vous engagez jamais des personnes, ce qui est un peu, enfin dans mon cas vrai. C'est vrai, oui. Mais du coup, c'est quoi une jeune création? Parce que du coup, une jeune création, il peut aussi y avoir des gens qui ont des enfants dedans, des gens qui ont d'autres besoins que, effectivement, je sors de l'école, j'ai encore un job alimentaire, puis j'arrive à me démerder, ou j'ai le chômage. Enfin, il y a plein de situations qui peuvent être rassemblées. Enfin, il y a plein de situations différentes avec des gens différents qui peuvent être rassemblés sous le truc émergence, pour lesquels, généralement, enfin, en tout cas, moi, c'est l'expérience de début de tournée qu'on peut voir se dégager. C'est un peu, ouais, mais c'est un jeune projet, donc, enfin, mais sauf que le projet a beau être jeune, le porteur ou la porteuse de projet peut être jeune, mais enfin, bon, déjà être jeune, ça permet pas forcément de toutes les largesses économiques du monde. Enfin, je veux dire, déjà qu'on sort de l'école, c'est 2 ans où on n'a pas de chômage, par exemple, alors que c'est le moment où on demande de faire des efforts potentiellement sur le budget, quoi, enfin, et les salaires en vérité. Mais du coup, ça me pose la question, est-ce que dans l'utopie de tournée de jeunes compagnies, il ne faudrait pas imaginer que les financements soient pas labellisés jeunes compagnies, parce que du coup, ça empêche aussi, je trouve, un travail plus intergénérationnel, ouais. Parce que moi, jamais j'oserais engager Yvette Terola, parce que elle tourne avec une jeune compagnie, comment pourrait-on justifier un budget, enfin ouais, mais même, je sais pas, Anna Von Bree, qui est costumière avec nous, elle a d'autres grilles salariales, je sais pas, elle travaille avec la RTS. Puis pour une jeune compagnie, c'est hyper complexe. Du coup, elle préfère offrir son travail que d'être payée mal au même salaire que nous, parce qu'on est tous au même salaire. Enfin, ça pose plein de questions d'être labellisé, émergent aussi dans la question de la tournée et de je trouve.
par rapport à Vous l'utopie, n'aimeriez quoi. plus être labellisé émergent? Bah, Ça- non, ça- c'est juste dans- qu'à dans- cet endroit, Ouais. le label, il peut être je trouve, enfin, Donc ça, moi, c'est il une des questionne contraintes. parce que tous les gens de la compagnie sont pas forcément émergents. Déjà, ça peut être questionnable de pourquoi un émergent, on pourrait enfin, il devrait avoir un salaire plus bas ou être d'accord de faire un peu des concessions financières directes. Mais en plus, tous les participants du projet et participantes sont pas forcément émergents eux-mêmes, quoi. D'accord, merci. Qui d'autre? Est-ce que... ouais, vas-y, Guillaume. Bonjour, donc Guillaume, je suis aussi de la compagnie Tendo. Pour rebondir là-dessus, en fait, je trouve que la question est vachement intéressante de l'émergence. Déjà, on l'a déjà dit, le terme émergent lui-même et émergence, il est pas bon parce que je crois que l'art vivant, il crée de l'émergence tout le temps et que c'est pas une question d'années de pratique ou de quoi que ce soit. C'est simplement des questions de rencontres et de création, et dès qu'on crée, il y a de l'émergence pour moi. Et il y a le problème, comme tu disais, Lola, d'avoir les compagnies qui peuvent être des structures qui sont nouvelles et composées de personnes qui sont tout à fait établies et qui sont reconnues et qui auront aucune difficulté à approcher des lieux, à se faire diffuser et tout ça. Ou alors, justement, on peut avoir aussi des artistes qui sont assez jeunes, qui sont porteurs de projets, qui vont peut-être se greffer sur des structures qui existent depuis un certain temps. Enfin, je crois qu'on le sait tous et toutes très bien. On est dans une pratique où il y a tous les cas de figure qui se rencontrent, et donc c'est extrêmement difficile de mettre des labels et des choses qui correspondent à tout le monde. Et je crois en fait qu'il y a quelque chose qui a été soulevé par rapport au lieu où on va jouer et qui est aussi dit dans le texte de Entropie, qui en fait est que on a un problème, je trouve aussi, de légitimité et d'identification des lieux dans lesquels on va jouer. C'est-à-dire que de faire un projet pour jouer en appartement, pour aller démarcher les gens qui vont nous donner simplement de quoi réaliser le projet, de quoi payer les gens qui y sont, c'est extrêmement difficile de faire valoir des lieux un peu alternatifs et des lieux un peu qui sortent du cadre institutionnel. Et moi, ce serait ça mon utopie, et ça rejoint cette question de est-ce que l'art vivant doit voyager. Moi, je suis pas sûr de ça. Je ne sais pas, j'ai pas de réponse à cette question. Je pense que ça dépend ce qu'on appelle par voyager. Je crois qu'il doit être montré au plus de gens différents possible, et dans ce sens-là, sortir un maximum des salles de théâtre identifiées, ou de trouver des manières d'amener d'autres gens au théâtre. Je pense que, mais c'est vraiment une question de public à qui on le montre, de pas le montrer qu'à des gens de théâtre. En ça, toutes les possibilités de jouer dans des salles des fêtes, de jouer en streaming ou quoi que ce soit, c'est toutes des bonnes choses à prendre. Après, de voyager vraiment géographiquement, moi, c'est une question que je me pose. Si je prends l'exemple de Fucked Up Sushi Train, si on va jouer à l'autre bout du monde, l'histoire de trois gugus qui essayent de faire une pièce de théâtre avec une intelligence artificielle, qu'est-ce qu'ils en ont à faire de ça? Donc, je crois que c'est... Mais de montrer au plus de monde possible, oui. Et pour ça, je pense que c'est important de multiplier les lieux dans lesquels on peut se produire. Et on sait que pour faire ça, on a besoin du soutien de certaines personnes, et que pour ça, les lieux alternatifs doivent être reconnus comme des possibilités viables. Absolument. Compagnie Tacite, tu voulais rebondir ou je t'ai vu hocher la tête là-bas. Ouais, Tendo, vous a déjà entendu 2 fois, non, mais franchement. Non, reste, Antonin. Ouais, Loïc, du coup, de la compagnie Tacite. Je voulais rebondir sur ce que tu disais, où pour moi, effectivement, la notion de voyage, elle est intrinsèquement liée à la notion de popularité, qu'elle est pas, comment dire, est-ce qu'il est nécessaire de de déplacer physiquement des pièces, ou est-ce que on n'est pas plutôt, on n'a pas plutôt meilleur moyen, en meilleur temps, d'aller chercher des gens différents et de faire voyager au sein d'une même population une pièce, sans pour autant avoir besoin de la faire voyager à travers des pays internationalement. Comment est-ce qu'on déplace mais des personnes au sens de déplacer émotionnellement aussi, et pouvoir faire bouger nos créations au sein d'une population qui est plus éclectique que juste les personnes qui peut-être n'osent pas entrer dans les théâtres. Je vois ça, je suis à Strasbourg à l'école, et on est en train d'occuper le théâtre là-bas.
Il y a un gros mouvement d'occupation en France des théâtres. Et on a organisé des forums de discussion. Et il y a énormément de personnes qui n'osent pas entrer dans le théâtre, qui n'osent pas aller voir des pièces, parce que le lieu de théâtre est devenu un lieu qui fait peur. Et qui, du coup, comment est-ce qu'on fait voyager nos pièces vers des gens qui n'osent plus venir parce que ça a pris une dimension qui n'est plus la leur. Merci beaucoup pour cette intervention. Antonin, vas-y. Je ne parlerai pas au nom de la compagnie Tendo, même si j'en fais partie. Je trouve que c'est hyper beau ce que Lola a commencé à évoquer après, de parler de salle des fêtes, de parler d'occupation, de parler d'aller vers les gens plutôt que faire venir les gens à nous. Et même si c'est une question qu'on peut se poser avec toutes les créations qu'on fait, je pense que moi, je viens du social. J'ai travaillé pendant 2 ans dans le social avec des enfants en psychogériatrie. Et forcément, ben, avec ces populations-là, tu vois aussi comment l'art peut lier, mais plus que lier, juste aussi rendre les humains conscients les uns des autres. Comment, bah, avec des enfants, quand tu fais des ateliers où tu vas travailler l'écoute, ben, un groupe, il va changer. Une semaine de camp où tu as des fortes têtes où tu dis qu'est-ce que je vais faire pendant toute la semaine, bah, tu fais un peu de théâtre avec eux et d'un coup en fait ça devient une semaine magique. Et puis comment aussi, bah, avec des personnes âgées, de simplement lire des textes qu'ils aimaient, ça peut aménager leur fin de vie, disons. Et je trouve que c'est hyper important maintenant, d'autant que les temps sont pas faciles, d'aller vers des expériences sociales aussi pour les gens, de revenir à des trucs. Alors là, ben, forcément, on avait des contraintes qui ont fait que c'était que les professionnels qui pouvaient aller au théâtre. Mais de plus en plus, moi, je me pose les questions de faire de la médiation culturelle autour des spectacles. Là, on a eu l'occasion de bosser justement avec Jonas qui vient de partir sur un spectacle qu'on devait jouer la saison dernière. On a été dans des classes, d'abord pour parler du projet, ensuite pour faire des ateliers de théâtre avec eux. Et on s'est rendu compte que, en fait, non seulement ben, déjà aller parler d'une pièce que les élèves vont venir voir, ça peut changer déjà les perspectives, parce que simplement quand on leur explique ce qu'on a essayé de faire, ben, ils vont pouvoir le regarder différemment. Mais surtout de ensuite faire un atelier de théâtre vraiment concret avec eux, et que quand ils viennent voir le théâtre, quand ils viennent voir le spectacle au théâtre, ils peuvent déjà aussi comprendre qu'est-ce que c'est d'être sur scène, comprendre qu'est-ce que c'est se mettre en jeu. Bah, je trouve que c'est... Enfin, ouais, on a eu des élèves qui d'un coup ont totalement changé de perspective sur le théâtre. Et je pense que effectivement, aller rendre le théâtre accessible et que ça devienne plus un endroit qui fait peur, bah, c'est aussi dire, mais enfin, je trouve que, ben, par exemple, Tacite, vous en parlez dans votre texte, tout le monde fait du théâtre en fait. Le truc social, la posture sociale, se rendre compte que tous les jours on interagit les uns avec les autres, bah, il y a aussi ce truc de, je sais pas, alors forcément, oui, on fait un métier qui est important et qui nous met en jeu dans des trucs compliqués parfois, mais d'oser dire aussi, le théâtre, c'est pas un truc sacré, c'est pas un truc c'est un truc qui s'apprend forcément, et quand on joue sur une scène, il faut travailler pour pouvoir faire ça. Mais je veux dire, parler en public, c'est pas un truc qui est réservé aux gens de théâtre. Avoir des interactions sociales, c'est pas un truc qui est réservé à des gens de théâtre. Et il y a des gens qui ont des bien meilleures interactions sociales que des gens de théâtre aussi. Et je pense que ça, il faut réussir à aller en profondeur grâce à des ateliers de médiation culturelle, ou juste faire venir des gens de plusieurs milieux. En fait, nous, on parlait des Internet Kids, mais ça nous a fait tellement de bien de faire une création où on n'avait pas trop de gens de théâtre qui nous faisaient des retours. Ça nous a beaucoup nourris, quoi. Merci. C'est vrai. Bah, quelqu'un veut intervenir sinon Vas-y, Bénédicte. Et après, Sophie, de ce côté-ci, prendra le micro. La Bonjour. médiation, il y en a pas mal déjà. Voilà, Bénédicte, j'ai longtemps travaillé dans la diffusion et la production. Aujourd'hui, je suis toute nouvelle à la tête d'un lieu à Lausanne. Et en fait, moi, je pense aussi ce qui est important, et notamment ça rejoint sur toutes les questions
sur le financement, la production, toutes les questions économiques qui sont liées à l'émergence, etc. Je pense qu'aussi il y a un gros travail à faire, notamment au niveau des lieux, si on veut parler d'émergence, alors parlons-en jusqu'au bout, c'est-à-dire réfléchissons aussi aux nouveaux moyens de produire et de financer la production théâtrale aujourd'hui. Alors c'est des questions récurrentes dans les lieux, mais je pense que financer de l'émergence avec des moyens de production qui sont finalement habituels ou qui sont très organisés et parfois un peu rigides, c'est aussi passer à côté peut-être de liens qui pourraient être intéressants, de mise en relation justement l'émergence dans l'économie aujourd'hui, enfin comment se finance l'économie aujourd'hui. Alors il y a eu les crowdfunding, etc. Mais finalement jusqu'à maintenant ça a aussi beaucoup porté, enfin ça a été beaucoup reporté sur l'imaginaire, enfin la créativité des porteurs de projets qui ont trouvé eux des moyens de se financer, etc. Je pense qu'on pourrait peut-être regarder avec au niveau des institutions comment mettre en lien les financements émergents, mais d'autres. Enfin, on parle beaucoup de blockchain, de NFT aujourd'hui. Enfin, il y a tout un tas de choses qui se passent et qui seraient intéressants pour finalement connecter les émergences. Donc faire quelque chose qui serait de l'interdisciplinarité au-delà du domaine artistique et qui permettrait peut-être aussi pour un temps, en attendant que ce soit pérennisé, de tester des choses et d'accéder à d'autres types d'émergences peut-être intéressantes, en tout cas plus souples et peut-être porteuses de grandes tendances pour la suite. Merci Bénédicte Brunet. Sophie, tu voulais intervenir? Sophie Mayor de la Corodis. Oui, bonjour, merci. Par rapport à la question de l'utopie, si je peux me permettre aussi d'exprimer une utopie de là où je suis, je suis ravie de vous entendre et d'entendre vos questionnements par rapport au public et par rapport au sens de la rencontre avec les personnes à qui on adresse une création. Moi, ça me parle beaucoup. Je me pose aussi beaucoup de questions par rapport à la diffusion et à la diffusion de l'émergence. Avec la question de l'émergence, avec tous les guillemets qui ont été mis et que je trouve utile à mettre. Et moi, par rapport à l'utopie, je me pose la question de savoir à quel moment est-ce qu'on pourrait sortir de l'aide ponctuelle dans le soutien à la création et entrer mieux, plus amplement dans un soutien à la structuration et dès le départ. Et je me dis que quand je vous entends aujourd'hui, ça me conforte cette utopie-là, où finalement, moi, je rêverais que les créateurs et les créatrices puissent avoir la liberté financière qui va avec la liberté de création et que la question du financement des œuvres soit déconnectée d'une productivité qui doit permettre à une œuvre à être rentable. Parce que créer en appartement, c'est difficilement rentable, parce que créer dans la rue, c'est difficilement rentable, et qu'on est finalement astreint très vite à la réalité dont parlait Madame tout à l'heure, qui nous empêche d'aller là où on voudrait aller, d'aller rencontrer les publics qu'on a envie d'aller. Et je me dis que des formes de financement dès le départ, dès l'émergence, avec des sortes de conventions pluriannuelles qui permettraient amplement de développer des projets et d'aller aussi en dehors, alors il faut rester dans les théâtres évidemment, mais d'aller aussi en dehors des théâtres et de repenser le statut de l'artiste, à quoi il sert dans une société et quel est son déploiement. Enfin voilà, je voulais juste dire que par rapport à l'utopie, moi j'adorerais qu'on sorte du soutien ponctuel. Voilà. Merci beaucoup Sophie. Pour ajouter quelque chose, c'est un autre débat mais qu'il faudrait avoir. Pourquoi aujourd'hui créer dans des théâtres, c'est si compliqué, où l'institution représente au fond quelque chose qui est trop gros, qui est une machine qui n'est pas souple. Pour travailler dedans et pour parler avec des collègues, on essaie d'être vraiment le plus souple. Mais l'image qu'il y a toujours, c'est que le public ne vient pas alors qu'on fait tout pour le faire venir. C'est pour ça que ce hiatus-là, il serait important de le discuter vraiment complètement, parce que il ne faut pas que l'institution, en tout cas le lieu du théâtre, devienne l'ennemi parce qu'en fait, une coquille vide, parce que voilà, je trouve que ce sera intéressant en tout cas de sortir, mais de se dire aussi,
comment investir et donc du coup comment effectivement produire différemment, comment être plus souple. En fait, j'entends aussi dans tous ces débats-là, c'est que bon, je pense que voilà, nos générations se sont beaucoup adaptées à plein de choses. Donc il y a une adaptabilité qui est aussi notre inhérente, je pense, à une certaine jeunesse, je me mets encore dans la jeunesse, mais je pense qu'effectivement, produire dans des canevas qui sont très lourds, c'est pas possible. On voit bien avec le Covid, en fait, quand on a une grosse machine, après, c'est comme un paquebot, bon, c'est ce qui est arrivé au dernier qui s'est écrasé sur l'île. À un moment donné, c'est dur à faire tourner. Mais je pense qu'en tout cas, la question dans les lieux de production qui existent, qu'on aime aussi, pour pas qu'il y ait une sorte de désamour ou que le théâtre ne devienne pas l'ennemi non plus. Alors, j'ai pas de première piste, mais je trouve que ça serait important aussi de la prendre en compte. Je pense que c'est l'idée d'un autre débat, en fait, absolument à faire. Mais c'est très intéressant. D'ailleurs, Lola fait une pièce dehors, sa prochaine est dehors, celle d'après est dehors. Tout est dehors, voilà. D'autres ont envie d'intervenir. Il y a Valério qui y est. C'était juste au fait un rebondissement par rapport à ce que tu dis, mais aussi par rapport à la lettre qu'ils ont écrite, parce que sur de la compagnie que tu as lue tout à l'heure, ils ont aussi dit cette chose où ils parlent de ça nous a fait du bien d'aller dans cet endroit-là. Je ne sais pas comment ils l'ont formulé, mais c'est aussi parce que c'est là où ils ont vu la possibilité de travailler. Et que d'une certaine manière, j'ai l'impression qu'il y a aussi, le rêve, il va là où il y a des possibilités. Et que lorsqu'on se confronte peut-être à des structures qui sont plus comme ça imperméables, c'est très dur de rêver à l'intérieur de ça. Et donc le rêve, tout d'un coup, il part ailleurs. Et donc on commence à rêver à des garages, on commence à rêver à des fourgons, mais aussi parce que c'est là où on voit la possibilité de pouvoir faire. Et qu'à un moment donné, c'est comment aussi la structure, elle est génératrice de possibilités. Et comment ces structures-là, elles peuvent générer encore plus de possibilités. Pour que nos rêves aient envie d'aller là aussi. Absolument, ouais. Enfin, pour eux, ça a fait sens, enfin, ça a redonné du sens au fait de créer, quoi, pour le collectif Entropie, je comprends bien. Oui, vas-y. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est comme si l'histoire, elle avance et elle revient. C'est comme une spirale comme ça. Parce que quand on a commencé il y a 40 ans avec la compagnie Théâtre du Loup, on n'avait pas de lieu. On était juste avec un lieu de répétition dans lequel on rêvait. On avait un projet pour lequel on recevait peut-être un subventionnement très léger. Et les lieux de représentation, ça pouvait être des parcs en plein air, avec chapiteaux, sans chapiteaux, des maisons de quartier, par exemple, celle de la Jonction nous a accueillis à plusieurs reprises. Et donc, à cet endroit-là, on était porteur d'une envie de créer avec très peu de moyens et très peu de lieux, finalement. Et puis un jour, on a pu construire notre maison. Alors, je trouve très intéressant d'entendre qu'aujourd'hui, les maisons font peur. Ça me questionne beaucoup. Et je me dis, mais non, il ne faudrait pas que les maisons fassent peur. Il faut qu'on travaille ensemble pour que les maisons soient des maisons d'accueil, de questionnement, d'expérience, de mettre en commun les pratiques. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse et qui m'intéressait surtout mon parcours. C'était l'échange et c'était de partager les expériences. Donc, c'est vrai qu'il faut qu'on trouve le moyen d'ouvrir les lieux, de faire venir des populations qui ne sont pas forcément celles qui sont habituées et qui ont déjà une pratique de la venue au théâtre. Et tout ce qui peut servir à ça, eh ben, il faut qu'on y travaille. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je suis pour. Voilà. Ouais. D'où allez-y, ouais. Vas-y, Barbara. Non, mais juste pour rebondir, parce que ça me fait penser, l'autre jour, on a eu une discussion avec la directrice du théâtre universitaire de Nantes, le TU, et on parlait de comment rendre les lieux plus horizontaux dans l'accès pour les artistes déjà. Comment vous pouvez, les artistes, venir simplement et tranquillement dans un lieu sans avoir peur de peut-être rencontrer le directeur ou la direction. Et c'est comment aussi faire d'un... Enfin, en Espagne, ils disent beaucoup d'avoir un lieu aimable. Je discutais avec une personne qui fait des résidences à Barcelone, El Granel. Elle disait, notre lieu, on veut un lieu aimable, à aimer, quoi. Et ça, je crois que c'est un truc hyper important
sur lesquels on doit bosser les lieux, de ne pas avoir peur de pousser la porte d'un théâtre. Et on voit par exemple au Grutli avec le bureau des compagnies, et c'est pas du tout pour faire de la pub pour le Grutli, mais ça a vachement aidé à ça, en fait, le fait que vous pouvez venir travailler là, et puis voilà, que c'est un lieu qui est pas à la direction qui est nommée, quoi, puisque c'est à tout le monde. Enfin, ça appartient aux gens qui veulent travailler et venir voir des spectacles. Donc c'est ça aussi, c'est hyper important, je crois, d'arrêter de penser en termes de hiérarchie, même si elle y est, hein, faut pas non plus faire être naïf, mais voilà, réflexion. Merci Barbara. Oui, alors, oui, bien sûr, Valério, vas-y. Non, mais pas du tout, vas-y, continuons avec l'utopie. Non, en fait, c'était parce qu'en même temps, il y a aussi quelque chose qui, avec le Covid, en fait, qui s'est un peu amorcé quand même, qui va dans ce sens-là. Hein. Je suis ce que tu dis, beaucoup de théâtres, du coup, ont créé des nouvelles perméabilités qui sont intéressantes, en fait, et qui sont peut-être à poursuivre. Et il y a comme, j'ai l'impression que ce Covid a créé comme un double mouvement qui est intéressant, qui est en même temps, il y a la possibilité de rallonger, c'est-à-dire que beaucoup de théâtres ont proposé des résidences, des soutiens en fait à la recherche, et que tout ça permet du coup quand même aux artistes d'être dans une nouvelle temporalité, parce que de sortir de cette temporalité du 4 semaines de répétition, il faut jouer une semaine de représentation, et puis après, Inch'Allah, quoi. En fait, du coup, tout d'un coup, il y a une autre temporalité qui s'inscrit du travail, de la recherche, et ça, je trouve que c'est très intéressant. Et en même temps, il y a eu comme une sorte de nouvelle accélération parce qu'il fallait réagir très vite et que du coup, il y a eu tout d'un coup cette possibilité de très rapidement faire quelque chose qui normalement est impossible. C'est très dur de faire ça. Et beaucoup de théâtres, d'un coup, ont permis cette possibilité-là. Et je pense que ce double mouvement, parce que même pour nous artistes, des fois, c'est très compliqué. On aimerait pouvoir réagir sur le vif, mais en fait, il faut faire un dossier, il faut trouver des gens. Et donc, en fait, entre l'idée et la réalisation, il se passe 1 année, 2 ans. Et que du coup, de créer ces différentes modulation de la temporalité de la création, je pense que c'est aussi une piste intéressante pour les structures. Donc toi, c'est une envie aussi de ta part, donc ça fait partie d'une envie, d'un rêve, que ça continue en fait, que ça... Oui. Enfin, je trouve que c'est un constat que je trouve intéressant et qu'il faudrait perpétuer, effectivement. Ouais, vas-y. Mon petit rôle de speaker, parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. J'ai pas dit speakerine. Non, parce que alors il y avait quelques remarques, mais j'en prends une de Jacqueline Ricciardi que je ne présente pas, qui dit juste sur cette idée de rapidité. Elle le lie à la notion de moyens technologiques, justement de streaming, en fait, de savoir rebondir. Elle dit plutôt que de parler des moyens, il faudrait parler de la rapidité de diffusion. Et elle demande si les moyens technologiques ne sont pas un piège qui alimente la frénésie de la productivité. Donc, dès lors, le postulat d'une production éco-responsable ne tient pas la route. Enfin, voilà, au fond, à devoir réagir très vite, à pouvoir multiplier les productions, les petites formes, est-ce que ça, finalement, ça n'alimente pas la frénésie de la productivité, alors qu'on devrait aussi, et qu'on voudrait amorcer un mouvement peut-être de décroissance également. C'est le double, ouais, exactement. Tu disais, Valério, c'est ce double mouvement qui est intéressant. Évidemment, la surproductivité, je rebondis par rapport à ce que dit Jaja. Jaja, merci d'être là. Que si jamais c'est vraiment que c'est ce double mouvement qui est intéressant, évidemment, le but d'être dans un truc de surproductivité, enfin, je le souhaite pas, en tout cas non plus, vraiment pas. Et alors, mais alors, pardon, est-ce que c'est peut-être de notre responsabilité de dire non, en fait, je ne vais pas produire de forme. Si finalement on développe des bourses, des résidences, en fait, à un moment donné, je vais prendre plus de temps pour faire un projet, mais ça revient à la question des moyens et en fait de quels moyens on alloue et comment on les alloue aux artistes pour qu'ils puissent travailler et pas proposer des formes finales chaque année parce qu'ils doivent bien bouffer si on veut être prosaïque. Mais je pense que là, il y a une vraie aussi question, parce que c'est difficile de dire oui, je suis pour la décroissance, mais en même temps, il faut bien que je vive et que je gagne ma croûte. Par rapport justement à la valorisation financière pour revenir aussi à cette histoire d'utopie et de voyage, je me dis qu'il y a une chose, comme on pourrait dire face au capitalisme, une des réactions possibles, c'est un désintérêt ou un désintéressement total, où on manifeste on fait en sorte que son désir n'aille pas dans le sens. Comment, pour la tournée,
j'ai l'impression que c'est très valorisé de tourner à l'étranger, par exemple. Enfin, tu vois, par exemple, Pro Helvetia, des fois, ça peut être plus facile d'aller jouer au Brésil que d'aller jouer à Zurich. C'est ça que je veux dire. Enfin, et c'est plus reconnu, c'est plus sexy, c'est une compagnie qui a des tournées internationales, c'est glamour, c'est une forme de reconnaissance du travail, autant de la part de, je sais pas, des programmateurs que de la presse, que des subventionneurs, à mon avis. Et comment, j'ai l'impression, ce qui se dégage un peu de là aussi, je sais pas comment dire, d'un truc où il y a quelque chose de commun qui, j'ai l'impression, circule, c'est peut-être aussi une marque de désintérêt vis-à-vis de ça, de dire on veut plus que le stempel qualité d'une compagnie ce soit ses tournées internationales, parce que parce que pourquoi ce serait, pourquoi ce serait le marqueur d'un bon spectacle, le fait qu'il aille à l'international. Je sais pas, on aime bien manger des mangues, mais on n'est pas obligé d'en manger non plus. Le truc de... Non, mais c'est chouette de tourner, mais est-ce que vraiment nécessaire, ou est-ce que autant, ou est-ce que de cette manière-là? Mais du coup, comment on fait pour revaloriser un autre mode de tournée aussi à tous ces étages-là, subventions, reconnaissance de trajets de compagnie, ou je ne sais pas comment dire. J'ai l'impression que là, il y a une proposition un peu qui a l'air d'être en tout cas commune à certaines, de vouloir que le travail soit reconnu autrement, et que c'est aussi un effort de tenter une tournée plus locale. Ça veut dire comment tu te questionnes, comment tu vas aller jouer en prison, comment on installe une infrastructure dans un champ, comment dans un appartement, voilà, c'est d'autres questions, c'est beaucoup d'efforts, et comment ces efforts-là ils peuvent être valorisés aussi dans le fait qu'on est dans un pays, c'est incroyable. Il y a quand même des bassins de public avec des influences culturelles tellement dingues, tellement différentes. Il n'y a aucun autre pays en Europe qui a ça dans un si petit périmètre. Je veux dire, à Zurich, même les accueils de spectacles français, c'est pas les mêmes qu'en Suisse romande. Ce côté influence culturelle triple, voire quadruple, ça veut dire une possibilité de circulation dans un tout petit périmètre et d'atteindre des publics qui ont une influence culturelle complètement autre que la nôtre. Juste d'aller jouer à Zurich, c'est déjà toucher un public qui n'est pas du tout habitué aux influences que nous, on peut avoir, qui sont plus liées à la France, à la Belgique. Je trouve qu'on a une chance incroyable sur la diversité déjà de ce qui peut circuler en Suisse, qui est très sous-exploitée et très peu valorisée et aidée, je trouve. Ça, c'est un message pour Helvetia. Clairement. C'est vrai que ce n'est pas nécessaire. En effet, rien n'est nécessaire, finalement, au final. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont envie de dire quelque chose parmi vous? Parce que finalement, la parole, elle est à vous, sur vos envies et vos utopies. Moi, je voulais juste faire une petite réponse par rapport aux moyens de diffusion Internet, streaming, etc. Sauf erreur, la formulation, c'était le piège dans lequel il ne faut pas tomber ou quelque chose comme ça. Je pense que justement, il y a un autre piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est de se dire que c'est des... Alors certes, il y a une empreinte écologique qui est à ne pas négliger, et elle est évidente. Après, le vrai gros problème dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de se dire aussi, on va rester extérieur à ces choses-là parce qu'il n'y a aucune alternative qui pourrait avoir une empreinte écologique plus basse. Le vrai problème, en fait, actuellement, des nouvelles technologies, c'est que c'est des immenses entreprises qui sont des empires digitaux qui, en fait, sont absolument... qui ont un monopole sur tous les moyens en place. C'est-à-dire que quand on veut faire du streaming maintenant, on le fait via Twitch, qui est par Amazon, dont on ne va pas rappeler combien Jeff Bezos a gagné pendant la pandémie, mais c'est indécent. Ouais. Et il y a des alternatives à ça. Si un jour, on décide que en fait, c'est ça aussi, investir ces endroits, je veux dire, le DIY sur Internet, il existe. La possibilité aujourd'hui d'avoir un serveur personnel chez soi, il existe. C'est-à-dire qu'on peut tous avoir une espèce de YouTube chez soi. YouTube, c'est en fait une immense plateforme sur laquelle les gens vont stocker des choses. Et c'est des centres de data qui sont gigantesques et qui sont, en termes écologiques, catastrophiques. Mais on peut avoir la même chose chez soi, c'est-à-dire c'est une petite boîte qu'on a chez soi sur laquelle on met ses vidéos et qu'on peut même éteindre si on a envie que les gens n'aient pas accès à ces vidéos. Donc on peut dire, voilà, par exemple, je vais avoir un serveur qui va être accessible de 13h à 15h tous les jours. Et je pense que ça peut être aussi un truc de repenser notre rapport à Internet. Parce que si on se dit, oui, c'est une empreinte écologique de diffuser des spectacles sur Internet, mais à ce moment-là, il faut décider d'aller encore plus loin, de dire, OK, alors j'arrête d'utiliser Internet pour faire de la diffusion de mes spectacles, j'arrête de faire de la pub sur Instagram pour faire de la diffusion sur mes spectacles, parce que
le milieu de l'art en général est pas le plus impactant sur Internet. Je veux dire, il y a d'autres choses qui pèsent largement plus. Et je pense que investir, c'est justement ces tentatives de comment on peut faire du streaming sans justement passer par les GAFAM. Si on ne l'explore pas, on ne trouvera jamais de solution et on se retrouvera dans un monde où dans 5 ans, il n'y aura peut-être plus aucune solution et on aura tous... On va essayer d'en chercher d'autres quand même. Bah parce ouais, que, non mais bien sûr, mais je veux franchement, dire, non mais il faut pas tomber non plus dans le piège de se dire ça fait peur et il n'y a pas de solution parce les qu'il faut les spectacles chercher en ces solutions. streaming, il faut que ce soit fait Mais pour. Quoi. En totalement. tout cas pour moi, Bien sûr, mais clairement. on est totalement d'accord et je dis pas que c'est le monopole des alternatives, mais il faut pas se cacher derrière c'est non écologique et on va pas investir ces terrains-là parce qu'il y a des solutions, il faut juste les regarder en face. Ouais. Je pense. Voilà. Puis essayer de les gérer. Merci Antonin. Il y a d'autres qui ont envie de dire quelque chose. Amélie, Alenka, est-ce que vous avez des rêves ou une manière d'inventer autre, hein? Ou on n'a plus beaucoup de temps, donc on a 10 minutes et après on va te... Ouais. Il y a aussi Sandrine qui est là. Je ne sais pas si tu as envie de dire quelque chose, Sandrine. Parce que tu es là depuis, voilà, tu œuvres pas mal là-dedans. Donc bonjour. Oui, voilà. Donc moi c'est Alenka et Amélie de la compagnie Alors Voilà et on a créé la maquette Y a pas de mal au Loup. J'ai aussi beaucoup de plaisir à vous écouter et j'ai pas forcément besoin de prendre la parole maintenant, mais du coup je le fais. Ça me parle beaucoup tout ce qui est dit et aussi ce que Barbara a dit sur l'horizontalité dans les lieux et aussi les grands lieux parce que nous on en a pas mal parlé. On admire, en fait, c'est aussi un rêve d'aller jouer à la Comédie dans des lieux, enfin, à la Comédie, dans plein de théâtres. Je sais pas pourquoi j'ai que ce nom-là qui me vient, mais Vidi, l'Arsenic, les grosses institutions dans lesquelles, en fait, plein de gens jouent de notre milieu aussi. Et c'est toujours un rêve, même si on cherche d'autres solutions et d'autres opportunités. Enfin, pas tous les artistes et pas tout le monde en a marre aussi et ça fait pas peur à tout le monde ces lieux et je trouve que c'est super ce que tu disais aussi de comment rendre ça accessible justement aux jeunes, aux personnes qui sortent, qui connaissent personne et qui connaissent rien et qui ont un tout petit projet. Comment on peut croiser les gens de ces grands théâtres, grandes institutions. Je trouve que c'est une belle un beau partage et une belle ouverture. Et moi, ça me fait plaisir d'entendre que on peut se croiser à plein d'endroits et que les théâtres ne fassent pas peur non plus. Je trouverais ça dommage, effectivement. Même, pas tout le monde n'a accès au théâtre, pas tout le monde va au théâtre, mais qu'entre nous aussi, on n'ait pas peur non plus d'y aller et de se croiser et d'aimer aussi le lieu du théâtre. Mais ça fait un peu ringarde. Non, pas du tout. Non. Moi, j'adore les institutions. D'autres? Ah ouais. Alors, moi, c'est Martin et j'ai travaillé avec la compagnie Élise Bell, avec Florence Rivero et Adèle Beaulieu qui sont juste à côté de moi. Alors, j'ai aussi beaucoup de plaisir à écouter depuis tout à l'heure. Et puis, moi, mon utopie, c'est d'être comédien et de ne pas m'occuper de diffusion du tout. Super. Voilà, c'est un peu ce à quoi j'aspire. Et puis, en même temps, j'entends et c'est... en fait, j'ai l'impression que là, il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément chargées de diffusion, etc., au départ, qui ont dû le devenir. Enfin, en fait, on s'invente nos moyens, voilà, de se créer des possibles, etc. Mais ouais, très honnêtement, moi, mon souhait, en fait, ça serait de me débarrasser de cette charge mentale le plus possible. Et c'est un peu aussi, j'ai l'impression, une des choses, du coup, qui pourrait qualifier, en tout cas,
les artistes émergents, c'est que on doit prendre cette charge pendant un temps en tout cas, jusqu'à pouvoir en fait trouver des personnes qui vont nous aider là-dedans et qui vont en fait nous délester de cette partie-là. Et il y a des choses, enfin, du coup, ça me pose la question, voilà aussi, à quel endroit les institutions peuvent agir. Et je parle des institutions des théâtres, mais aussi des écoles, parce que mon sentiment, c'est que quand j'étais à l'école, et c'était il n'y a pas très longtemps, en dépit de la barbe qui peut faire penser que... Mais non. Mais c'était il y a 1 an et demi, et puis, en fait, en sortant, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas vraiment ce qu'on appelait le métier de comédien hors de l'école, dans le sens où, voilà, faire des dossiers, etc., c'était pas vraiment ce pourquoi j'avais signé, quoi. Et puis, c'est pas quelque chose qu'on m'a vraiment appris à faire non plus. Et par contre, je suis aussi souvent... Enfin, je sais par exemple qu'il y a le bureau des compagnies qui existe. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Moi, j'ai eu plusieurs rendez-vous avec Simon Hildebrand. Et je crois que voilà, c'est ce genre d'aide aussi dont on a besoin de plus en plus, parce que quand on sort, on n'a même pas vraiment de carnet d'adresses, mais un carnet d'adresses très pratique qui va être de dire, bah, là, il y a des personnes qui peuvent vraiment t'aider dans la diffusion. Et comment on fait, en fait. Voilà. Alors, juste avant de donner la parole à Barbara pour conclure notre rencontre, alors, avant Barbara, Tamara vous lire un texte. Je voulais juste répondre en 2 minutes, en tout cas rebondir sur ce que tu disais. Je pense que moi, je suis chargée de production et de diffusion, et je trouve que c'est un leurre de se dire que quand on est artiste, on va se débarrasser de ça. C'est vraiment un travail ensemble, c'est-à-dire que tout comme on aspire à ce que les institutions collaborent plus avec les compagnies ou voilà, des choses comme ça, c'est vraiment un travail à faire ensemble, la diffusion avec la direction artistique de la compagnie. C'est vraiment une vraie collaboration et c'est un chemin qu'on fait ensemble. Et ça ne marche pas si l'un des deux a envie de s'en débarrasser de cette question. Voilà. Ouais, qu'à la sortie de l'école, c'est compliqué, quoi. Ouais, parce que t'as pas de... Pardon. Oui, donc je disais simplement que c'est pas pour s'en débarrasser, je pense même, je trouve assez passionnant en fait, c'est juste que c'est aussi une charge mentale, tout simplement, dans le processus de création, que moi je découvre, et puis tout à l'heure Mélina en parlait, tu disais que toi tu as découvert ça progressivement, etc. Et voilà, c'est ce qui, pour moi, c'est une des choses qui qualifie aussi cette émergence, en fait, c'est qu'on découvre ces choses-là, cette réalité-là. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, je Ok. réagissais. Merci en tout cas pour ton intervention. Ouais, on va devoir terminer ce forum, c'est déjà 2 heures quand même. On a marre d'être assis. Mais hier, en fait, en finissant la préparation de ce forum avec Lise, elle m'a offert un livre sur l'utopie, un livre que je connaissais pas. Et puis je ouvre le livre hier soir et il y avait un texte de Oscar Wilde que j'ai envie de vous lire. Il est tout petit, c'est un petit poème juste pour terminer ce forum et de passer la parole à Barbara. Alors voilà, il parle de l'utopie. Alors il dit: une carte du monde qui ne comprendrait pas l'utopie ne serait même pas digne d'être regardée, car elle laisserait de côté le seul pays où l'humanité vient toujours accoster. Et après y avoir accosté, elle regarde autour d'elle et, ayant aperçu un pays meilleur, reprend la mer. Le progrès est la réalisation des utopies. Alors comme tu dis, Lola, c'est un pitch Oscar Wilde que je trouve assez joli. Ok. En tout cas, merci à tous. Merci aussi à Alexandra Matana qui n'a pas arrêté de courir de droite à gauche pour vous passer le micro, qui est ici à l'abri aussi. On passe la parole maintenant à... Oui, rapidement. à J'ai Barbara. pris des notes pendant que vous parliez, dans l'idée de un peu faire une sorte de conclusion. C'est pas simple. Vous dire que on a très envie de continuer cette discussion ou de reprendre des pistes de ce forum pour en refaire
continuer à parler de ça. Je pense qu'il faut continuer à parler, de toute façon. Sous quelle forme, on verra. En tout cas, les tables rondes qu'on a initiées à GoGoGo, et on a bien envie de continuer à faire ça au Grutli. Mais bon, qu'est-ce que j'ai noté des mots qui concernent autant les directions des lieux. Je pense que c'est hyper important. J'espère qu'il y a plein de gens direction des lieux derrière leur écran. Parce que je pense que ça nous remet vraiment... on doit vraiment réfléchir à tout ça, les subventionneurs, mais aussi pour les artistes. Et moi, il y a le mot confiance et le mot bienveillance, je trouve qui est ressorti quand même un peu au début de la discussion et qu'il ne faut pas oublier. Et bien sûr, ce va-et-vient entre le local et l'international, comme disaient les Italiens, le kilomètre zéro. On aime bien manger local, mais comment ce local nous permet aussi de pas rester enfermé, mais de ce bout de territoire, comme disait Lola aussi, ce va-et-vient entre aller loin et rester près, mais peut-être que tout près de nous, il y a des gens qui viennent de très loin, d'aller un peu chercher ça, et que le voyage n'est pas seulement physique, hein, grâce notamment à toutes ces nouvelles technologies qui ne sont pas si horribles qu'on veut bien nous le faire croire, ou que je le croyais jusqu'il n'y a pas si longtemps. L'émergence, bien sûr, le mot émergent, émergence, jeune création. On est jeune aussi quand on refait des spectacles, quand on a passé un certain âge. Juste pour citer quand même Oscar Gomez-Mata, avec qui j'ai travaillé longtemps, qui recherchait l'enthousiasme dans un de ses spectacles. Il disait, mais qu'est-ce que j'ai encore à dire après 50 ans sur un plateau, alors qu'il y a plein de jeunes comme vous qui ont plein de belles choses à dire. Et où est-ce que je vais chercher les choses à dire? Et c'était presque un spectacle émergent, celui d'Oscar, qui s'appelait La conquête de l'inutile, il y a quelques années. Aller chercher les gens, aller vers les gens qui sont... plutôt que d'attendre que les gens viennent vers nous aussi, donc aussi ce mouvement d'aller-retour, ça c'est une jolie piste. Et ouvrir les possibles. Ce que je trouve intéressant dans ce qui a été dit, effectivement, c'est d'aller dans d'autres lieux que les lieux de théâtre qu'on a tous voulu ouvrir, comme le Loup l'a fait il y a pas mal d'années déjà, et comment maintenant ces lieux deviennent des lieux qui font peur, hein. Donc redevenir des lieux d'envie, des lieux de désir, sans pour autant oublier qu'on peut aussi aller faire du théâtre ailleurs, dans les appartements, dans les salles de fête, sur les places. Et puis voilà, j'ai noté, on va essayer de faire vraiment un forum encore, des discussions, on vous en reparlera. Mais ce qui est sûr, c'est que ce festival CDD pour la jeune création, c'est aussi une manière de vous découvrir des jeunes, mais des jeunes créations, mais aussi la possibilité de dire pour tout le monde et tous les artistes tout le temps qu'on a le droit d'essayer, on a le droit de se planter, de se ramasser et de repartir de plus belle. Et aussi qu'on fait quand même un métier, que vous faites un métier qui a quelque chose... Ouais. En fait, il n'y a pas d'objet artistique possible sans relation entre observateur et objet observé, pour faire un peu de la physique quantique à 2 balles. Mais que sans ça, on n'existe pas. Alors, soyons observés via les réseaux, via les caméras, mais aussi en étant ensemble dans une salle serrée, collée, sans masque, avec plein de postillons. C'est aussi très chouette quand on pourra le faire. Voilà, en gros, c'est un petit peu ce que j'ai retenu. Merci à tout le monde. Je remercie particulièrement, parce que je les ai très mal présentés au début, et je m'en excuse, Lise Leclerc et Tamara Bacci, qui sont nos 2 super chargées de diffusion Grutli. Quand je dis nous, parce qu'elles nous appartiennent, c'est pas vrai. Elles ont préparé ce forum et ces parcours pro de cette semaine. Vraiment, merci beaucoup. Vous êtes super. Merci à l'Abri de nous avoir abrités aujourd'hui pour ce forum. Et surtout, pardon, merci au Tas du Loup d'avoir inventé ce festival. Merci au Tas du Loup d'avoir inventé ce festival il y a 10 ans. Parce que comme ça, on est avec vous aujourd'hui. Et puis, dernière chose, oui, et de continuer, de ne pas oublier que, bon, c'est fini, qu'en sortant, il faut vraiment que vous sortiez sur la place. On ne peut pas rester stationné dans le hall de l'Abri.
Et puis que voilà, ça continue encore jusqu'à ce soir, le festival. Merci à toutes et à tous.